Bonjour à tous, Ulrich Genisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Manuela est très contente parce qu'elle vient de me dire, tu vas dire ta fameuse phrase, et oui, je me présente toujours de la même manière. Et je Oui. rappelle que je suis en cétose nutritionnelle ininterrompue depuis 2013 et toujours vivant, comme vous pouvez le voir. Bonjour Manuela. Bonjour Ulrich, voilà, j'adore ta phrase, franchement, voilà, parce que j'ai regardé toutes tes vidéos et donc ça me fait super bizarre de participer aujourd'hui, mais avec grand plaisir. Donc, je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Exactement. Donc, je m'appelle Manuela Garcia, donc je suis d'origine espagnole, je viens du sud de l'Espagne, de Séville. Mais voilà, je suis née à Bruxelles et donc par la force des choses, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, en Belgique, alors que j'ai une partie de ma famille qui est toujours à Séville. Et voilà, j'ai enseigné pendant de nombreuses années, donc prof de langue. Et maintenant, suite à des problèmes de santé que je peux réexpliquer peut-être par après, voilà, je me suis reconvertie et donc je suis dans le coaching, dans tout ce qui est nutrition, Mhm. on va dire, voilà, beaucoup de cuisine parce que j'adore, je suis une passionnée de cuisine. Et donc, je fais beaucoup d'ateliers culinaires, dont keto aussi. Super. Mais voilà, T'es je t'es fais dans quelle beaucoup. région en Belgique pour que et est-ce que Mais, tu as un site internet pour que les gens puissent te retrouver en oui, la mettant cuisine juste. de Mano, je peux te mettre, donc c'est www, enfin, c'est lacuisinemano.be. On le Et donc mettra en là, il y a des description de la ateliers. vidéo. Voilà. Oui, voilà. Mais il n'y a pas que keto parce que malheureusement ici, l'alimentation cétogène, c'est pas en grand développement. Par contre, en Espagne, Mhm. j'ai eu beaucoup d'infos, beaucoup de podcasts, alors qu'au départ, c'était beaucoup en anglais, en espagnol. Donc, franchement, en Espagne, ça s'ouvre énormément, alors qu'ici en Belgique, voilà, Bah c'est ça, pas c'est une ça. très bonne nouvelle, tu vois. Puis vous avez dans la zone hispanophone Luis Villaseñor, qui est un des pionniers sur le régime cétogène. Je rappelle, pionnier et fondateur de Ketogain. Donc, c'est un groupe de musculation en régime cétogène. Ça fait 25 ans qu'il est en régime cétogène. Et lui, il a beaucoup communiqué sur la zone hispanophone. Donc, il est mexicain à la base. Et vous avez plusieurs grands livres en plus. Je pense au docteur Weissman sur le diabète, etc., qui avait été traduit en espagnol il y a Oui. déjà 10-12 ans maintenant. Donc c'est super que ça prenne dans la zone hispanophone, Espagne, Mexique, Oui, non, Amérique du franchement, Sud. je suis super heureuse parce que c'est vrai que là-bas, les taux d'obésité aussi, Oui, en quelques années, oui. Et puis c'est ils sont organisés incroyable. parce que, tu vois, j'arrête pas de dire qu'en France, enfin zone francophone particulièrement, je sais pas pourquoi, mais la zone linguistique francophone est chroniquement toujours en retard. Toi, la Suisse, par exemple, on parle plusieurs langues. Et ben, la zone francophone sur Genève va être plus en retard que la zone alémanique. Pareil au Canada avec le Québec par rapport aux zones anglophones. Et la Belgique, c'est pareil parce que la Belgique, elle a coupé en deux entre la zone wallonne et la zone flamande. On voit déjà une différence des choses. Et c'est intéressant de voir à quel point on est en retard, puisque j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps un Français expatrié au Chili. Et au Chili, ils organisent des conférences sur le régime cétogène. Nina Techol s'est invitée pour parler. Il y a eu 600 ou 700 personnes qui sont venues à cette conférence, ce qu'on a toujours été incapable de faire concrètement en zone francophone, que ce soit Bruxelles, Paris, et c'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Honnêtement, Mm. moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est Moi, dommage. l'explication que j'ai, alors peut-être on aura une autre, pour moi, c'est une aversion à la nouveauté. C'est-à-dire que culturellement parlant, on ne supporte pas, on déteste, on n'a aucun goût pour la chose nouvelle. On adore faire des choses tout le temps pareilles, etc. Mais dès que quelque chose qu'on ne connaît pas arrive dans notre paysage, on a un œil malveillant dessus. Mais écoute, c'est vraiment comme paradoxal parce que quand on voit Bruxelles, c'est vraiment une ville super multiculturelle. Donc, c'est-à-dire que la Belgique a accueilli tous les immigrants possibles. Je veux dire, il y a des Espagnols déjà à l'époque. D'ailleurs, mon papa, il est venu ici dans les mines. Donc, historiquement, voilà, il y a eu beaucoup d'Espagnols, d'Italiens, tout ce qui est maghrébin, tout ce qui est turc. Enfin, je veux dire, Bruxelles, c'est quand on le voit, et donc, il y a tous ces mélanges de nourriture et de plats, et donc les gens sont assez ouverts à ça. Mais moi, je pense que c'est surtout le fait que c'est un pays qui sont vraiment ancrés dans tout ce qui est lait. Voilà, c'est campagnard, c'est très à leur tradition, les gaufres, le chocolat, etc. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer, mais ils sont vraiment ancrés dans leur culture culinaire de la cuisine belge.
avec ses sauces, ses chicons gratins, Ouais, voilà, mais c'est pas un problème. Tu frites. prends la carbonate flamande, qui a un plat typique belge, il n'y a aucun problème pour le passer en keto. Voilà. Et Comme en donc, France, il n'y a pas de problème avec le ragoût, quoi. C'est... ouais, mais pour eux, je pense que c'est impensable de se passer des pommes de terre. C'est le pays de la pomme de terre ici. Et de tout ça. Et je pense qu'il y a une partie pour ça que quand on parle de l'alimentation cétogène, déjà quand on parle de glucides en général, les gens ils sont là, oh non, moi je suis désolée, moi il me faut mes frites, il me faut mes pommes de terre. D'ailleurs, l'assiette ici en Belgique, moi quand je suis arrivée, ça m'a un petit peu étonnée parce que c'est toujours les pommes de terre, légumes, viande. Voilà, c'est toujours ce trois-là. Ou le riz, c'est un petit peu, mais c'est à l'époque, hein, maintenant ça a changé, mais et les pâtes aussi, c'était les spaghetti bolo. Mais sinon, c'était très belge, pommes de terre potées, voilà. Tu sais, c'est un peu des a priori parce que je vais interviewer dans pas très longtemps un scientifique qui travaille en France sur le régime cétogène. Il a en plus des publications qui sont internationales. Il travaille avec des Polonais, des Brésiliens, etc. Mais il est italien. Et en discutant par email, il me dit, moi, je ne pense pas que le régime cétogène, ce soit quelque chose de facile et durable, et en particulier en Italie, à cause des pâtes. Tu vois? Oui, tout à fait. J'avais interviewé une jeune femme qui parle plusieurs langues, d'ailleurs d'origine polonaise, mais elle a vécu en France. Elle a longuement vécu en Italie. En Italie, elle a vraiment sombré parce qu'elle a eu plein de problèmes personnels qui l'ont amené à avoir des problèmes après avec l'alcool. Elle était sur un problème de foie gravissime qui était proche de la greffe. Elle a inversé tout ça et justement, elle parlait spécifiquement de régime cétogène vu par les Italiens. Et c'est vrai que ça leur semblait fou de dire, moi, je vais manger, mais je ne vais pas manger de pâtes. Un peu comme un Français quand on lui dit, non, je mange, mais je ne prends pas de pain. Voilà, Oui, ou le Belge avec, je ne prends pas de pommes de terre. Bon, ça va être des aliments clés. Mais par exemple, à l'opposé, parce que culturellement, on a certains fossés qui sont difficiles à dépasser. Le Japon, on consomme beaucoup de riz. Et ben, ça fait longtemps que tu as des spécialistes de la médecine japonaise qui expliquent tous les bienfaits du régime cétogène et l'intérêt de retirer le riz de son alimentation, alors que c'est culturel aussi le riz au Japon. Donc, il y a un moment donné, quand ce sont des scientifiques reconnus, des gens respectables de premier plan qui nous expliquent on a peut-être été trop loin avec les glucides, maintenant on va faire marche arrière, les gens seraient écoutés. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre ce genre de risque. Tout à fait. Ils ne veulent pas changer leur vision de ce qu'est l'alimentation saine. Moi, en Espagne, moi, le pain, quand tu parlais du pain dans plusieurs interviews que j'ai entendues, tu disais, tu es un amoureux du pain. Moi, pareil, je veux dire, je fais mon pain au levain. Donc, je fais mon levain. Je fais ce pain qui sort chaud du four. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Ouais. Ça a été hyper dur. Mais dans l'alimentation espagnole, en tout cas, mon époque, quand j'étais toute petite, c'est pas comme maintenant, ça a un petit peu évolué. Nous, c'était vraiment à la sortie de Franco, etc. Donc, c'était une Espagne très, très pauvre. Donc, on mangeait pas de viande non plus comme ça. On mangeait beaucoup de légumes secs, beaucoup de soupe. Et alors, le pain, c'était vraiment, on va dire, l'aliment principal sur la table. Et donc, moi, j'ai été élevée avec du pain. Donc, on mangeait tout avec du pain. Quand on dit spaghetti sauce pain, saucé. Donc, j'étais un peu… Et donc, pour moi, je me disais, mais jamais je pourrais me priver du pain. Ça va être compliqué. Et donc, comme tout le monde, hein, j'ai fait du pain, hein, de toutes les recettes possibles et inimaginables. C'est vrai que voilà, on s'attend toujours à ce goût du pain qu'on a l'habitude. Et il m'a fallu, je pense, une bonne année maintenant pour vraiment, je n'ai plus besoin. En fait, maintenant, je n'ai plus besoin. Ça me… Voilà. Comme quoi, c'est possible. Ouais, tu es la preuve supplémentaire que c'est possible. Je suis la preuve et voilà. Et je peux même faire du pain pour les autres et pas en manger. Donc c'est fou parce qu'en fait, on s'imagine. Moi-même, j'étais drogué au pain et moi-même, je faisais du pain au levain. Donc, je comprends tout à fait ce que tu me dis. On s'imagine pas dans ces conditions-là de se dire, je vais vivre heureux, sans frustration et sans pain. C'est inimaginable pour quelqu'un comme toi et moi avant. Ouais. Oui, tout à fait. Donc voilà. Alors, donc, ce qui peut être intéressant pour comprendre un peu ton cheminement, c'est quels ont peut-être été tes problèmes de santé et puis pour qu'on comprenne la situation avant et ce qui t'a poussé vers le régime cétogène. Oui, écoutez, voilà, je pense qu'on a un petit peu le temps, donc je vais un petit peu expliquer parce qu'il y a plusieurs facteurs. Donc, je suis quelqu'un d'asthmatique depuis, toute petite, j'étais hyper asthmatique. Donc, ma mère me racontait qu'elle devait me porter en pleine nuit à l'hôpital. Donc, à l'époque, appeler un taxi parce qu'elle n'avait pas de voiture, etc. Et donc, après, par la suite, ça s'est estompé, je veux dire, avec l'adolescence. Et puis, une fois ici, arrivée vers 40 ans, hop, c'est de nouveau revenu. Je suis hyper allergique aussi, donc j'ai beaucoup d'allergies. J'avais des allergies j'ai toujours des allergies aux crustacés, fruits de mer. Vous allez me dire, c'est dommage pour une Espagnole, donc je fais la paella sans, pour moi, avec de la viande, mais sans fruits de mer.
Et donc, voilà, ça c'est revenu. Donc, j'ai dû aller chez un allergologue qui m'a augmenté les doses. Je prenais du Ventolin par crise et puis il m'a dit non, il faut vraiment maintenant instaurer le Seretide. Donc, c'est vraiment un peu plus fort avec un puff par jour. Donc, j'ai vraiment… Ensuite, j'ai eu mon premier mari qui s'est suicidé. Et donc, ça a été, à mon avis, un choc émotionnel tel que… Enfin, moi, j'y crois. Hein, j'ai eu une tumeur par la suite. Donc, quand j'ai dû me faire opérer d'une tumeur, donc j'ai eu une hystérectomie à 40 ans. Donc, ça veut dire ménopause directement, parce que même si j'avais mes ovaires, mais c'était pas… Voilà. Ensuite, avec la surcharge, donc j'avais 4 enfants quand même. Donc, je suis restée veuve avec 4 enfants. Et donc, ça a été quand même compliqué cette période-là. Et je pense que ça a été une surcharge émotionnelle de tout qui a fait que je travaillais dans 2 écoles en plus à ce moment-là. Donc, j'avais une charge à Jeudeuil où j'habitais, une autre charge à Nu. Donc, ça veut dire double boulot parce que j'avais des conseils de classe des 2 côtés, j'avais des réunions de parents des 2 côtés. Et in fine, je pense que c'était chargé comme pas deux, plus des corrections, j'avais des grandes classes. Et donc, voilà, tout ça a fait qu'à un moment donné, en 2019, avant le Covid, j'ai eu des vertiges rotatoires comme ça, tout d'un coup, mais tout très, très fort. Et je croyais que j'allais mourir d'ailleurs. Et puis, j'avais une tension élevée à ce moment-là. J'avais, pour la petite histoire, on m'a décelé ça quand je me suis fait opérer justement de l'hystérectomie. Il me dit, madame, vous avez 21 de tension. Je dis, pardon, j'ai toujours eu la tension très, très basse. Je dis, mais c'est pas possible, ça doit être le stress. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai aussi également un traitement pour l'hypertension. Donc, voilà, avec la rétention d'eau, enfin, tout ce qui s'ensuit. Donc, je prenais quand même des hormones pour ma ménopause, avec l'oestrogel. Donc, c'était quand même pas excellent pour les cancers du sein. On le sait, j'ai beaucoup lu là-dessus par après. Je prenais mes médicaments pour les allergies, je prenais mes puffs et je prenais mes médicaments pour la tension. Et donc, avec tout ça, j'ai eu ces vertiges rotatoires. Je suis restée pendant 2 mois alitée sans pouvoir même aller aux toilettes. Donc, on devait me porter et je gérais plus l'espace en fait. Parce que j'avais une labyrinthite. Après, on m'a dit ce que j'avais. Donc, j'avais un petit osselet qui s'est cassé dans l'oreille interne. Et donc, j'avais plus du tout le sens de l'espace. Donc, c'est comme si je marchais dans un nuage, en fait. Et j'imagine que même quand tu étais couché, ça tournait. Ah oui, c'était horrible. Je devais rester paralysée comme ça, à boire avec une paille, encore pas bouger. J'ai eu tout un traitement. Puis, j'ai dû faire de la rééducation avec un kiné vestibulaire pendant 2 mois, les 2 mois de vacances. On m'a mis aussi à l'hôpital des Grands Brûlés dans des caissons hyperbares pour essayer de retrouver un petit peu. On parle souvent des caissons hyperbares et c'est vrai que tout ce qui concerne l'oreille interne, c'est une des prescriptions utilisées par le peu de caissons hyperbares que nous avons en Europe. Voilà. Donc ici, pour ça, mon ORL, elle a été top. Elle a tout de suite pris les choses en main. Malheureusement, voilà, je suis restée parce qu'au départ, j'étais sourde des 2 oreilles. Donc, j'entendais rien. Donc, du jour au lendemain, comme ça, en une fraction de seconde, on devient sourde. En plus, on n'a plus la notion de l'espace. On ne sait pas communiquer. Moi, voilà, je parle beaucoup. Hein. Je ne sais pas si ça se voit, mais je parle beaucoup. On va parler beaucoup tous les deux. Oui, ça a été, mais l'hécatombe, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Oui. Et à ce moment-là, après ma rééducation qui était très longue, était pénible parce que bon, malgré que, il ne faut pas croire, hein, marcher, quand on marche, on ne se rend pas compte, mais faire un pas quand on a ça, on a des nausées, on transpire, on sait qu'on doit le faire, mais le faire, c'est déjà, voilà, c'est problématique et donc c'est hyper compliqué. Et donc, voilà, j'ai dû réapprendre tout ça et je suis quand même restée sourde de l'oreille gauche, donc avec tous ces problèmes de vertige, etc. encore maintenant. Donc, j'ai dû changer ma vie. Donc, voilà, j'ai encore donné quelques cours les 2-3 années après. Mais après, j'ai dû me mettre à l'évidence que des classes de 32 élèves, c'était plus possible pour moi parce que le bruit, j'avais des acouphènes non plus, j'avais des migraines, enfin, tout s'enchaînait. Et donc là, je me suis dit, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à ce moment-là, j'ai déjà eu un petit déclic. Je dis, il y a quelque chose dans ta vie que tu dois changer, Manuela. Ça ne va pas du tout. Alors, je suis quelqu'un de très jovial et j'ai l'air de l'impression forte comme ça. On y va, je fais face. Mais là, j'avais un petit déclic et voilà. Et après, j'ai commencé à gonfler. Donc vraiment, j'ai pris du poids, mais très lentement. Donc, je suis passée de 65 à 85 kilos en 3 ans, mais moi, je ne me suis pas rendu compte. En fait, je ne sais pas, j'étais peut-être dans le déni, mais
je ne me voyais pas. Et à un moment donné, je me passe sur la balance, je dis, oh, mon Dieu, 85, c'est pas possible. Et alors, je voyais mes photos, parce qu'on est parti en Crète. Et quand je me suis vue, je dis, c'est pas possible, c'est plus moi ça. Il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, j'étais gonflée. Vraiment, cette impression comme si on m'avait, oui, comme si on m'avait mis de l'air dans ma figure, dans tout le corps. Et donc là, j'ai fait plein de régimes, comme tout le monde. Donc, j'ai fait le Atkins vegan, parce que mon fils est vegan. Donc, maman, il faut arrêter de manger de la viande, c'est pas bon, nanana. J'ai lu plein de bouquins là-dessus, évidemment, donc ça fait mal au cœur. Et donc, voilà mes parties. Alors, j'entraînais toute ma famille, évidemment, dans mes délires, puisque c'est moi qui cuisine. Et donc, mes enfants, j'ai des jumeaux, dont un disait, oh là là, qu'est-ce que c'est de ça? Donc, je lui proposais pour l'anecdote un repas vegan. Il disait, ah, ok, ça, c'est l'entrée. Et le plat, il est où? Lui, il est très, très viande. Donc, ça, ils sont très. Parce qu'ici, en Belgique, il faut le dire, on a de très bonnes viandes aussi. Et mes enfants, ils ont été habitués avec leur papa, ils mangent la viande bleue. Donc, vraiment, la cuisson, vraiment, voilà. Et donc, voilà. Et donc, j'ai lu quand même pas mal là-dessus. Puis, à un moment donné, je voyais bien, je perdais 2 kilos, j'en reprenais 4. Donc, en fait, c'était de pire en pire. Et en plus, je sentais bien que par rapport à mes vertiges, à ma tension, etc., je sentais bien que ça n'allait pas. Et j'ai commencé à lire. Je suis tombée par hasard sur... parce que bon, on commande pas mal sur Amazon. Et là, j'ai vu ton livre, Bonjour Keto. Et je dis, OK, je l'ai acheté. Je l'ai lu. Et puis, j'ai lu plein d'autres ouvrages avec le cardiologue aussi, vietnamien. Comment c'est le code de l'obésité. J'ai lu plein de Jason Fung, qui est canadien, voilà, qui est néphrologue au Canada. Oui. Voilà. Donc, j'ai lu énormément parce que je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre avant de faire quelque chose. Et donc, j'ai lu énormément là-dessus. Et puis, je me suis dit, allez, on se lance. Et ça fait maintenant bientôt 1 an. Alors, en poids, on va dire, j'ai peut-être perdu 5-6 kilos. Donc, je n'ai pas perdu des masses. Mais par contre, en centimètres, incroyable. Donc, j'ai perdu des 12 cm de taille. Donc, 6 cm des cuisses. Enfin, voilà, j'ai dégonflé mon ventre. Voilà, j'ai quand même eu des enfants. Mais je veux dire, vraiment, je suis passée de la taille 44 à la taille 40 maintenant. Enfin, voilà, je sens quand même. Alors, plus de médicaments pour ma tension, terminé. Donc, j'ai une tension maintenant de 11,7, 11,8. Merveilleux. Voilà. Plus de problèmes d'hormones, de ménopause. Donc, j'ai arrêté l'oestrogène aussi depuis maintenant 1 an. Les allergies, ça va vraiment en diminution. J'ai encore un tout petit peu par rapport à tout ce qui est poil du chat, poussière, etc. Mais je veux dire, les puffs, je n'ai plus tellement besoin. Je me sens pas encore prête à arrêter complètement. Mais voilà. Mais en tout cas, je prends plus aucun médicament à part mes puffs que je fais. Et alors, l'énergie, les bienfaits de tout ce que tout le monde dit. J'ai une pêche d'enfer, j'ai une clarté mentale incroyable, j'ai entrepris des études de conseillère conjugale et familiale. Voilà, je fais mes ateliers. Enfin, je suis vraiment une autre femme, vraiment. Et je me sens bien, je me sens plus lourde, je suis plus gonflée. Cette impression qu'on mange de... Et alors, les siestes, parce que je sais que tu en as parlé, avec la tradition des siestes et en Andalousie, parce que je suis andalouse, la sieste, c'est... Et moi, pas. Moi, alors, je pars en vacances chez ma famille. Et puis, mon frère, parce que je suis la plus petite, enfin la plus jeune, et alors, il me dit, c'est le moment de la sieste, il ne faut pas déranger. Et moi, je suis là, et je range, et je fais, je vais nager, je reviens de la plage. Et tout le monde me dit, mais t'es folle, mais d'où tu sors ton énergie? Tout le monde me dit ça. Ouais. Je dis, c'est l'alimentation, en fait. Voilà, mais t'imagines quand même, au niveau d'une civilisation, comment on peut se tromper? C'est-à-dire que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point un groupe de 99% de personnes peuvent littéralement se tromper, se gourer. Et qu'on est capable de faire d'une tradition une erreur. Par exemple, une alimentation riche en glucides va induire un état un peu vasouillard, vous avez à moitié envie de dormir 1 heure, 1 heure et demie après le repas. Et ben, culturellement, on instaure la sieste dans le pays. C'est normal de dormir à 1h30 ou 2h de l'après-midi. Bon. Et ça, c'est lié juste à une mauvaise alimentation. Et toi, tu changes d'alimentation, 1 an après, tu te rends compte que tu n'en as plus besoin, quoi. J'en ai plus besoin, j'ai plus de coups de pompe parce que moi, c'était terrible quand je donnais cours parce que, à la limite, je savais même plus quoi manger le midi parce qu'au départ, je mangeais à l'école,
Mais alors, c'était pire. Là, c'était direct le coup de barre. Mais quand je dis les coups de barre, j'avais mes yeux qui se fermaient. J'ai dit, je vais jamais tenir jusqu'à 16 heures ici pour donner cours. Ouais. Et donc, après, imagine que tes élèves sont dans le même état que toi. Ah oui, mes élèves, ils sont comme ça, hein, sur le banc. Mais bon, moi, je me voyais mal me mettre comme ça sur le banc. Mais même pour des trajets, je me rappelle qu'il y a eu 2 fois où on est parti en voiture, 2500 km quand même, avec des étapes. Mais je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas reprendre la route quand on avait mangé le midi. J'avais mes yeux qui se fermaient, mais carrément, je me dis, mais c'est dangereux. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Et moi, je pensais que c'était moi, comme tu dis, culturel. Et je disais à tout le monde, mais c'est mes gènes. Voilà, je suis andalouse, je dois faire la sieste. Et regarde, quand tu prends la route à ces heures-là, moi j'ai toujours fait attention. Dans ma vie précédente en France, je roulais beaucoup, je faisais 100 à 120 000 km par an. On descendait au Portugal de temps en temps en une traite aussi, donc je connais ça. Quand on regarde les camions sur l'autoroute à 2h, 2h30 de l'après-midi, comment ils bougent d'une voie à une autre parce qu'ils sont juste en train de s'endormir, moi je pose la question, combien il y a de morts par an dans le monde à cause de gens qui mangent trop de glucides et qui vont piquer du nez au volant? Après, mais c'est des dizaines de milliers de morts qui sont responsables, hein, tout à fait, qui ont pour origine ça. Hein. Et tu oui. prends au niveau culturel, le pire que j'ai vu en termes de sieste, etc., est vraiment culturel, c'est en Polynésie française. En Polynésie française, ils ont quelque chose, une tradition qui s'appelle le fiou. Le fiou, c'est quoi? Tu es en plein milieu d'une entreprise qui marche très bien, il y a des clients, etc. 2 heures de l'après-midi, il y a un Polynésien qui a envie d'aller dormir, hop, il va en réserve, il dort. Hein. Et c'est pas la peine d'aller le réveiller. Hein. C'est normal, c'est culturel. C'est comme si toi, au milieu de ta classe, tu sortais, puis tu allais dans une salle pour aller dormir, et tes élèves, ils attendent là. Ça, c'est traditionnel en Polynésie française. Et les continentaux, quand ils débarquent en Polynésie, qui découvrent ça, ils disent, c'est quoi ça? Parce qu'on n'a pas cette tradition-là en France. Ils sont un peu choqués. Mais là-bas, c'est très, très culturel. Et tu vas pas déranger quelqu'un qui est en train de dormir. Mais en Espagne, tu déranges quelqu'un, tu vas toquer ou tu vas sonner chez quelqu'un qui fait la sieste, t'es mort. T'es mort carrément. Et à tel point que d'ailleurs, les gens sont étonnés parce que les magasins ouvrent très tard. Mais s'ils ouvrent très tard, c'est parce qu'ils ferment le temps de midi. C'est ça qu'ils ne se rendent pas compte. C'est que les Espagnols, en général, je ne parle pas des grandes surfaces comme Carrefour, etc., mais les petits magasins, ils vont ouvrir à 9-10 heures. D'ailleurs, les Espagnols, bon, on déjeune avec du pain grillé, protéines, pas beaucoup, hein, par la tranche de jambon, mais encore. Après, voilà, on va manger vers 3 heures de l'après-midi. Ça veut dire qu'à 2 heures, ils ferment le magasin et ils vont réouvrir à 6h30, 7 heures parce que c'est pas une sieste de 20 minutes. Hein. C'est des siestes de 1 heure, 1 heure et demie. Alors après, tu m'étonnes que le soir, tu es là jusqu'à minuit d'or. et ce qui est fou, en fait, moi, franchement, je trouve ça fou, c'est pour ça que j'insiste, c'est qu'on va arriver au niveau mondial à parler des bienfaits de ce mode de vie. Je vais donner un exemple. Beaucoup de spécialistes du sommeil ou de gens qui sont spécialisés sur la santé vont pas hésiter à passer à la télé aux heures de grande écoute pour vanter les mérites de la sieste. Tout à fait. Moi, on l'a dit. Au niveau chronobiologique, c'est super bon. Ça permet au cerveau de récupérer tout. En plus, on se réveille super mal. Moi, quand je faisais on n'est pas fait pour. Voilà. J'étais super mal après. J'étais comme, je sais pas, comme hébétée, comme ça, un peu en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord, je vais faire ça. Donc, vraiment pas bien. Donc, c'est pas qu'on se réveille, on est plein d'énergie. Moi, je me suis chaque fois réveillée mal. Et donc, non, je ne suis pas. Là, je me suis rendu compte que non, c'est des bêtises, ça, ce qu'on a dit. C'est des bêtises, voilà. Et puis, au niveau culturel, c'est la même chose. Aujourd'hui, on voit beaucoup de spécialistes de la nutrition vanter les mérites du régime méditerranéen, que moi, j'ai toujours dénoncé comme une fraude. Il y en a eu d'autres comme ça. Blue Zone, par exemple, c'est une fraude. C'est une entreprise qui est derrière. Ils ont monté ça avec beaucoup de marketing. Scientifiquement, c'est littéralement de la merde. Et le régime méditerranéen, c'est un peu la même chose parce que le régime méditerranéen, premièrement, il n'existe pas. Il n'y a rien de commun entre un Portugais, un Espagnol, un Italien, un Corse, quelqu'un en Sardaigne, un Grec, un Marocain, un Tunisien. Tout le monde mange différemment avec des choses différentes. Donc, le régime méditerranéen n'existe pas. Ensuite, si on prend même les grandes lignes, par exemple, l'huile d'olive ou des choses comme ça, on se rend compte que le résultat, il est plutôt pitoyable. Parce que, ne serait-ce qu'en termes de stéatose hépatique, moi j'habite aux États-Unis, nous sommes les champions du monde de la stéatose hépatique, donc de la maladie du foie gras, principalement à cause d'un sirop de maïs riche en fructose, mais pas que. On est à 30% de la population américaine, aujourd'hui officiellement. Juste derrière, en numéro 2, 3 et 4, on trouve l'Espagne, l'Italie
et la Grèce qui sont à 28% aussi. Et les projections nous montrent ça en 2030 à 35% de la population. Et quand on prend l'Italie, grand consommateur d'huile d'olive, régime méditerranéen, 28% de stéatose hépatique, et qu'on prend la frontière juste à côté, la Suisse, où ils sont très peu consommateurs d'huile d'olive et ils mangent principalement des graisses saturées, beurre, fromage, etc., la quantité de stéatose hépatique est juste divisée par 5. Donc, où sont les bienfaits du régime méditerranéen? C'est encore une autre fraude, ça. Voilà. Après, il faut savoir que chez nous, en tout cas en Espagne, après, on se lève de la sieste, le petit café avec les pâtisseries. Donc, les petits, voilà, ça c'est. Alors là, c'est vraiment pour se donner, à mon avis, de l'énergie de nouveau, hein, soi-disant. Mais les gâteaux, et maintenant, ça a tellement évolué que même le matin, on va donner aux enfants. Enfin, moi, j'ai vu s'ils sont en vacances, j'étais avec ma belle-sœur. Et donc, on partage un petit peu les courses, hein, parce qu'on était ensemble. Et je vois qu'elle met une corbeille énorme de madeleines, emballées individuellement, des croissants, mais des croissants qui ne ressemblaient pas à des croissants, excuse-moi. Et moi, je suis là choquée. Je dis, mais Isabelle, c'est quoi, pourquoi tout ça? Elle me dit, pour le matin, qui veut, parce qu'il y avait les enfants. Je dis, mais mes enfants, ils ne mangent pas ça. Et c'est resté là d'ailleurs. Donc, les retourner avec chez elle. Mais je dis, mais c'est hallucinant. Et quand je voyais les gens là-bas faire les courses, et alors que, comme tu dis, on est un pays, moi, j'ai une maman qui cuisine énormément, donc beaucoup de légumes, c'est vrai, mais pas beaucoup de viande parce que c'était une question de moyens. Donc, c'est vrai qu'on s'est un peu plus vers les légumes secs, mais malgré tout, quand même, sainement, je veux dire, on mangeait quand même à l'époque mieux que maintenant. Même en méditerranéen, je veux dire, c'est pas ça. C'est pas la cuisine comme on voit maintenant. Pas du tout, les fritures. Non, mais tout a changé en plus. C'est pour ça que venir dire on va faire du régime méditerranéen en gros en allongeant avec de l'huile d'olive partout, ça n'a pas de sens. Hein. Faut comprendre. Si on prend des gens qui étaient D'ailleurs, quand on regarde spécifiquement les endroits où c'est qu'il y avait vraiment des zones un peu de longévité avec des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des éleveurs de petits animaux, des chèvres, des moutons, etc. C'était des gens qui étaient en autarcie, ils mangeaient relativement beaucoup de produits laitiers. Peu de viande parce que ça coûtait cher, la viande était vendue, etc. Des légumineuses, le lupin par exemple, le lupin c'est excellent. Quand on compare le lupin, alors il est beaucoup consommé lacto-fermenté en Espagne, au Portugal, etc. C'est une très bonne base de nourriture et une bonne base de protéines quand on a accès à peu de protéines animales. Mais ça, c'est pas ce que les gens ils mangent dans la réalité. Hein. Ça n'a rien à voir en fait. C'est ça le problème. On a une image d'Épinal qui n'a rien à voir avec la réalité. Oui, tout à fait. Parce que moi, je me souviens que jeune, petite, on n'avait pas beaucoup. Ma maman, elle était toute seule, elle était veuve aussi, donc elle devait aussi élever ses enfants. Donc, on avait un bon gros repas le midi et puis le soir, c'était un petit peu. C'est vrai qu'on mangeait, comme tu dis, les lupins. Les lupins, c'est des choses que nous, on mange lacto-fermentées. Alors, il y avait les pipas, donc c'est des graines de tournesol. Moi, j'en ai mangé des graines de tournesol, je pense que. Et après, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'avais déjà mes protéines là, j'avais déjà mes lipides là. En fait, ce que je mangeais. Et puis, on bougeait beaucoup plus parce que, on n'avait pas de voiture, on allait partout à pied, aussi. Dans le centre. Donc, je pense qu'une chose dans l'autre, voilà. L'exposition au soleil aussi. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le soleil est extrêmement important. Maintenant, on a une vie sédentaire à 98% dans les bureaux, les maisons, les voitures, les salles de sport, etc. Ça n'a rien à voir. Un berger qui va être 8 ou 10 heures dehors versus quelqu'un qui va être dans un bureau, rien qu'au niveau de la vitamine D, l'impact sur la leptine, l'impact sur les hormones qui vont entretenir, créer du muscle, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Rien à voir. Et le détail, en fait, est important. Par exemple, on prend l'huile d'olive. Est-ce que l'huile d'olive est une bonne huile? Moi, je suis plutôt neutre sur le sujet. J'en consomme personnellement un petit peu dans les salades ou des choses comme ça, mais je suis un petit consommateur d'huile d'olive. À côté de ça, si on prend consommation massive d'huile d'olive et consommation massive de fruits riches en fructose, désastre sanitaire. Ça, on ne l'a pas dit aux gens. Et au final, on crée des bombes parce qu'on donne aux gens une fraction des informations qu'à la base, on essaye de mimer quelque chose d'extrêmement complexe. Il y a des populations ancestrales qui ont survécu des milliers d'années avec une façon de faire et ils sont arrivés dans un état biologique. Mais il faut prendre la totalité du mode de vie. Qu'est-ce que faisait cette personne? Le temps qu'elle passait dehors? Quelles étaient précisément la quantité, la qualité des aliments qu'elle mangeait, etc., etc. Et ça, on ne le fait pas. On fait que des raccourcis un peu stupides. Et on fait des préconisations qui, pour moi, sont très, très éloignées de l'idéal recherché. On dit régime méditerranéen pour la santé. Et aujourd'hui, ça ne sert à rien. C'est une fraude.
Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Moi, pour ça, voilà, je prends toujours des huiles. Voilà, moi, j'ai été élevée dans l'huile d'olive, donc, mais je prends toujours première pression à froid et des huiles ici. J'ai un petit magasin bio. Des huiles, voilà, ça coûte un peu plus cher, mais des huiles de qualité. Et les fruits, je vais dire, voilà, à part en saison, comme je prends, voilà, les framboises, les fraises, et maintenant, en surgelé en hiver, Mhm. voilà, pour mon petit déjeuner, voilà, j'aime bien mettre quelques-unes ou parfois le goûter avec un petit peu de yaourt grec ou quoi. Mais sinon, mais c'est vrai que Oui, mais j'étais. tu as raison, parce que si tu veux, je ne veux pas non plus résumer les choses trop simplement. Tu as raison. Mais le vrai problème, c'est qu'on a donné des messages aux gens que les gens ont interprétés différemment. Exemple, on dit aux gens l'huile d'olive est bonne pour la santé. Hop, on y va, 2 litres d'huile d'olive par mois. Très bien. De l'autre côté, on leur dit quoi? 5 fruits et légumes par jour. OK, mais eux, ils ont compris 5 fruits. Hein. Donc, tu rajoutes 5 fruits à une consommation d'huile d'olive en face, c'est un désastre sanitaire. C'est Oui, ça le problème. Et 5 fruits, c'est pas 5 portions de myrtille ou de framboise. Ça va être des fruits qui vont être riches en sucre et donc riches en fructose. Et fructose plus huile d'olive, catastrophe. Voilà. oui, en plus plein de pesticides. Donc, franchement, ce En qu'on mange plus. là, et sans compter toutes les margarines, minarines, etc., au lieu de manger Oui. du beurre, alors qu'ici, en Belgique, on a des excellents beurres de ferme, Mhm. même au lait cru. Et alors, on va, enfin, voilà, et j'étais aussi, hein, il y a 20 ans, je consommais aussi, soi-disant, en pensant que c'était meilleur pour la santé. Et puis voilà, c'est toutes des choses que l'industrie nous a, Oui. et la télévision, et tout le monde nous a inculqué comme quoi c'était plus sain, les produits light, les trucs light. Honnêtement, les gens ne peuvent pas lutter contre une telle puissance de marketing. Non, Vous moi, je ne avez, peux plus. on va refaire le schéma. Imaginons que demain, vous vouliez faire manger, je sais pas moi, les glands du chêne. Au niveau ancestral, ça se mangeait dans le temps. Les glands du chêne dans toute l'Europe. Bah, c'est très bien. Vous posez 10 milliards sur la table. Vous construisez une ou deux usines pour produire ça en masse. Et puis en face de ça, vous allez prendre des responsables de relations presse qui vont faire tous les communiqués de presse possibles et imaginables. Vous allez financer avec quelques dizaines de milliers d'euros des scientifiques qui cherchent de l'argent partout pour prouver toutes les vertus de votre truc. Et je vous garantis que dans 5 ans, tout le monde en mange. On l'a vu encore récemment avec les protéines d'insectes qu'ils ont voulu nous faire bouffer, même en les masquant, parce qu'ils étaient capables de dire non, non, on va pas l'étiqueter, on va même pas le mettre sur les ingrédients, on va le faire manger aux gens sans leur dire. Donc les gens qui sont derrière ça sont extrêmement puissants, ils ont des milliards à disposition et ils sont capables de réorienter la consommation des gens très rapidement, juste avec littéralement un mensonge bien emballé. Voilà le monde dans lequel on est aujourd'hui. Tout à fait. Et moi, c'est grâce à tes vidéos, à tout ce que tu dis, tu nous informes. Je remercie même dans l'académie, voilà, j'ai vraiment suivi tout ton parcours, enfin, tous Le son de la les Ceto formations, Academy. on va Ouais. dire. Ouais. Et c'est vrai qu'on ouvre les yeux, on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Mm. Et je ne me rendais pas compte le poids de l'agroalimentaire, Ouais. le pouvoir. Mm. Pas de limite. Je me rendais pas compte vraiment. Mm. Enfin, pas à ce point-là. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais si, Mm. c'est possible. Ben, on l'a vu, tu vois, une chose bête, hein, tu parlais tout à l'heure de margarine, mais je l'ai toujours dit, hein, prenez 5 minutes, allez voir sur Internet comment est fabriquée cette margarine. Et les Moi, ingrédients. je l'ai vu, puisque j'étais expert agroalimentaire, je l'ai vu. Je peux vous dire que les usines, à 2 kilomètres, vous sentez une odeur rance de merde, littéralement. Quand vous travaillez 12 heures par jour là-dedans, vous n'en pouvez plus, vous avez l'odeur dans le nez. Mais oui. C'est de la merde. Donc, vous prenez une huile liquide qui est pressée avec, en plus, elle serait que pressée à froid. Tu prends une huile de colza, par exemple. C'est comme l'huile d'olive. Hein. Tu prends du colza, tu presses, tu as une huile d'olive, première pression à froid. Ça va. Par contre, tu prends cette huile ce colza, et là, tu le mélanges avec des produits chimiques qui sont littéralement des détergents. Vous savez que pour extraire de l'huile dans quelque chose, pour arriver à quelque chose de sec, on utilise un détergent, un produit chimique, pour avoir un tourteau, donc l'enveloppe du colza, sec, sans huile. Vous avez extrait 100% de l'huile. Après, il faut passer ça avec des machines qui vont séparer le détergent de l'huile. Et avec cette huile-là, elle va subir une opération chimique pour la transformer et la rendre solide. La margarine. Voilà, on peut faire ça avec toutes les huiles liquides. Ça s'appelle une hydrogénation. Et on a voulu faire passer ça il y a 30 ans, 35 ans maintenant, comme une huile santé, pas de graisse saturée, blablabla. Bla bla. Mais c'est un scandale. Et les gens, ils n'ont jamais été voir comment c'était fabriqué. Si les gens voyaient comment c'était fabriqué,
plus personne ne les utiliserait. Oui, oui. Et ici, il y a même une marque, je ne sais pas si je peux la citer, mais il y a une marque de margarine qui est pour l'anticholestérol. Ah oui, bah, elles ont toutes fait ça. Ah oui. Elles ont toutes fait ça. Non seulement c'est mauvais, mais en plus ils disent avec ça vous allez avoir moins de cholestérol. Donc non, Je c'est vais te dire même jusqu'où ça va en termes de scandale. Parce que moi, franchement, quand je vois ça, j'ai les cheveux droits sur la tête et tu vois ce qui me reste. Quand j'étais expert agroalimentaire, il y a eu une histoire, parce que moi, je faisais partie d'un gros groupe et à un moment donné, je vois un email passer. C'était un email mondial. Il y avait 90 000 salariés dans l'entreprise. Tout le monde reçoit le mail. Et là, on voit un papier qui dit, à titre personnel, en fait, on nous informe, nous, en tant que salariés, vous ne devriez plus manger tous ces aliments. Ah bon? Alors, c'était large, hein, parce qu'il y avait tout un tas de margarines et tout un tas de produits industriels fabriqués avec ces margarines. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en Ukraine, parce que c'était stocké en Ukraine à l'époque, il y a eu une contamination de 100 000 tonnes d'huile végétale avec 10 000 tonnes d'huile issue du pétrole. Et qu'est-ce que ça a fait? Ben, ça a fait 110 000 tonnes d'huile végétale. Mais je me demande, j'étais jeune, mais je me demande s'il n'y avait pas eu un scandale comme ça avec l'huile de colza en Espagne. Alors, les huiles de tournesol, les huiles d'olive. Il y a des gens qui sont morts. C'est très courant, c'est très très courant. C'est pour ça qu'il faut vraiment se focaliser sur des premières pressions à froid, de petits producteurs connus, identifiables et tout. Il y a énormément de fraude dans les huiles d'olive. Toutes les analyses ont été faites. Il y a eu des bouteilles qui ont été achetées directement dans les supermarchés, envoyées en laboratoire. Et en fait, comme l'huile d'olive coûte relativement cher à produire, eh ben, ils l'ont coupée avec d'autres huiles. Ça peut être de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, différentes huiles. En Espagne, ils n'avaient pas coupé ça avec l'huile de moteur ou un truc comme ça. Ils avaient fait un truc comme ça. Je ne saurais pas dire exactement, mais je sais que ça fait un scandale. Ils ont retiré toutes ces huiles de colza, en tout cas dans le sud. Je devrais un petit peu me renseigner, mais je te parle d'il y a au moins 30 ans, hein, plus de 30 ans. Hein, donc, et après, on vient nous expliquer que ça a des vertus santé, blablabla. Ouais. Ouais, tout à fait. Si les gens savaient ce qui se passe vraiment aux coulisses, mais ce serait… Oui, voilà. C'est scandaleux. Voilà, et sinon, qu'est-ce que j'ai encore comme bienfait? Mais le sommeil, ça c'est… Alors là, bon voilà, ça crée un petit peu des complications, on va dire, au niveau matrimonial, parce que là, je suis mariée depuis 4 ans, et mais moi, à 10h, allez, 9h30, c'est terminé. J'ai mon horloge biologique, donc je monte, et dans 10 minutes qui suivent, je vous écoute. J'écoute tes vidéos, souvent, voilà, je suis là avec des podcasts et je m'endors, mais d'un sommeil. Et malheur, à 6h30, je suis tapante levée. Et donc, mon mari est toujours décalé parce que lui, il dit, mais je comprends pas, mais oh là là, tu vieillis mal. Je dis, mais non, pas du tout. C'est toi qui vieillis mal. Moi, je dors et je récupère et je suis en pleine forme à 6h30. Mais c'est clair que moi, voilà. Et maintenant, je trouve qu'on dort de tous les bienfaits de l'alimentation cétogène. Je trouve que la principale pour moi, c'est de me respecter. J'ai appris à me respecter. C'est très important, tu as raison. Voilà. J'ai appris à me respecter, à respecter ce que j'ai envie de mettre dans ma bouche, à me respecter aussi, voilà, au niveau de est-ce que j'ai envie de boire, est-ce que j'ai pas envie de pas boire aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de sortir ou pas si je suis fatiguée ou si ça va trop tard, non, moi à 22h, il faut que je rentre parce que j'ai sommeil et je suis fatiguée et je dors. Et c'est vrai que, voilà, je m'en fous de ce que les gens pensent. Là, je m'écoute et je me vois. Je vois sur ma peau, sur mes cheveux. Enfin, voilà, j'ai 53 ans. Souvent, on me dit, mais tu les fais pas. Mais voilà, c'est tout ça. Je pense qu'à un moment donné, si on veut bien vieillir, parce que moi, c'était même pas une question après de poids, c'était surtout une question de bien vieillir. De me dire, voilà, j'ai pas envie d'avoir un âge où voilà, je commence à souffrir du diabète, ou etc. Donc, à un moment donné, je me suis dit, non, je peux pas continuer comme ça, à être essoufflée quand je monte des escaliers, à me sentir mal. Moi, c'est surtout ça. C'est vraiment bien vieillir. Et je le sens que je suis en bonne santé. Enfin, voilà, au niveau des cétones, je contrôle quand même régulièrement. Là, je dois encore apprendre à me détacher un petit peu. C'est vrai que j'ai tendance à toujours voir un petit peu si je suis toujours en cétose. Mais maintenant, je suis un petit peu plus souple. Avant, j'étais hyper stricte. Et là, maintenant, j'arrive à, voilà, un petit peu… À te faire confiance. Ouais, voilà. Et avec des choses saines. Hein. Je veux dire, mes écarts, ça va être peut-être un demi-kiwi, par exemple. Voilà, j'ai envie d'échanger un petit peu. Je vais prendre un demi-kiwi dans mon yaourt ou
ou du style ah ben allez là je vais me faire plaisir, si c'est un anniversaire je vais prendre un petit morceau de gâteau et quoique après je me sens quand même pas bien, dois-je le dire, quand on est habitué longtemps avec cette alimentation et qu'on introduit quelque chose que on le sent tout de suite. Moi je le sens tout de suite dans mon organisme. Non, c'est clair. Je ne sais pas toi si c'est le Voilà, cas, mais c'est un mode de fonctionnement différent. Et donc, c'est du coup, normal quand ça? tu C'est ça que je réintroduis. voulais te poser comme question. C'est Oui, oui. normal d'avoir ce... Non, c'est pas normal que nous ayons à disposition certaines formes de glucides. Ce n'est pas normal. Notre corps n'est pas adapté pour ça. On considère qu'aujourd'hui, c'est normal. 99% des gens le font, mais c'est anormal. Et on a un prix à payer qui va être l'obésité, le diabète de type 2, les maladies neurodégénératives, etc. Les gens ont accepté ça, mais c'est la réalité quand même. En France, tu as 68 millions d'habitants, tu as 10 millions d'obèses, 1 million d'Alzheimer, 5 ou 6 millions de maladies auto-immunes, et personne ne cherche quoi que ce soit comme origine de tous ces maux. On accepte ça. Et aussi, je voudrais dire, dans toutes les maladies que j'ai dites tout à l'heure, ma maman, elle est décédée d'Alzheimer. Donc, je pense que c'est quand même ses côtés génétiques. Et j'ai vu ma maman jusqu'à la fin. C'est horrible. Je veux dire, voilà, elle connaissait plus ses petits-enfants. Moi, plus ou moins, parfois, je trouve que c'est vraiment... Et je suis de tout cœur avec les familles qui écoutent aujourd'hui et qui sont dans ces cas-là parce que c'est vraiment accompagner sa maman ou quelqu'un d'être cher dans cette maladie-là. C'est lourd. C'est lourd. Moi, elle me téléphonait en pleurant à 3 heures du matin et elle me disait Mano, je ne sais pas où je suis, on m'a enfermée, je n'ai pas mangé. Enfin, c'était horrible. Et tout ça pour dire que je ne veux pas avoir. Enfin, si je peux faire tout ce que je peux maintenant. Mais attends, on va faire simple. Cherchez un petit peu des témoignages de médecins au 19e siècle de maladies d'Alzheimer. Il n'y en a quasiment pas, il n'y a rien. Il y a quelques bribes de délire. Alors on peut Parkinson, Alzheimer de temps en temps. Mais là, c'est juste une explosion des cas. Et notre génétique n'a pas changé en un siècle. Donc allez voir des gens qui vous expliquent « Non mais vous inquiétez pas, vous êtes prédisposé à Alzheimer génétiquement, etc. » C'est des conneries. Ce sont des conneries. Parce qu'on a des gens qui sont prédisposés génétiquement à faire un Alzheimer. On le sait, par exemple, les porteurs du gène APOE4 et APOE4 double allèle ont de multiples fois plus de risques de faire un Alzheimer que ceux qui sont porteurs d'APOE3, par exemple. On le sait, ça. Mais comment vous expliquer que qu'il y a des gens qui sont APOE4 double allèle qui vont jamais faire d'Alzheimer? On ne peut pas résumer ça à la génétique. C'est pas possible. Quand vous avez une vraie maladie génétique, par exemple, quand vous êtes déficient en GLUT1, vous êtes mort. C'est pas compliqué. Vous êtes tous morts. Donc, le régime cétogène permet de court-circuiter ce syndrome, de faire survivre les gens. Mais si vous avez une déficience en GLUT1 génétique, tous les gens sont dans la même situation et pas que un quart ou 10% ou 80%. C'est 100%. On rigole pas avec ça. Et vouloir mettre Alzheimer dans le cadre des maladies génétiques, c'est une ânerie parce qu'on fait croire aux gens que c'est inévitable. Alors que dans le mode de vie, on peut facilement l'éviter. Il y a plein de choses à faire. Le sommeil est central. L'alimentation est centrale. La maladie d'Alzheimer, elle arrive avec une APOE4 glyquée. Comme l'hémoglobine glyquée. Elle est caramélisée. Elle est caramélisée pourquoi? Avec vos apports en glucides. Oui, tout à fait. Les gens qui sont APOE4 et APOE4 double allèle, c'est les premiers qui devraient passer en keto depuis toujours. Et ça, on ne leur dit pas. Tu vois, Alzheimer s'inverse en une nuit. Une nuit, ça s'inverse. Comment on fait pour inverser Alzheimer en une nuit? J'ai vu tes vidéos que tu avais les Chinois, ils ont parfaitement compris. On sait très bien ce qui se passe. On a un problème. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème d'encombrement de déchets dans le cerveau. Premier problème, ça, on peut jouer avec la nutrition. Deuxième problème, il y a un problème avec le nettoyage du cerveau de ces déchets. Ça, c'est le système lymphatique, connecté à notre système lymphatique. Le sommeil est central là-dedans, en particulier le sommeil profond. C'est lui qui active les ondes nécessaires pour notre système d'auto-nettoyage du cerveau toutes les nuits. La position du cou dans le lit est importante. On a vu que des gens qui dormaient dans une certaine position faisaient plus facilement des Alzheimer. Bon. Comment les Chinois inversent ça? En une nuit, c'est très simple. Ils opèrent le cerveau et ils connectent le système lymphatique à notre système veineux pour accélérer le système de nettoyage.
Et on a des gens qui ont Alzheimer depuis 15 ou 20 ans, qui ne reconnaissent plus les gens, qui ne parlent pas, et du jour au lendemain, ils retrouvent la mémoire, ils commencent à parler. Dans une nuit. Ils font l'opération, le lendemain, le malade parle. Donc, ça veut bien dire que c'est un système de nettoyage défectueux qui est bouché. C'est comme si vous aviez un évier qui était bouché. Les Chinois, ils ont fait l'opération, ils débouchent l'évier. Et ça remarche. Parce que les protéines toxiques, entre guillemets, qui sont accumulées, elles peuvent sortir du cerveau. Donc, on peut travailler sur 2 points, éviter d'encombrer avec des déchets le cerveau, et de l'autre côté, accélérer le nettoyage. Et c'est de la plomberie. On n'a pas informé les gens, je veux dire. Ben non. Parce que moi, franchement, à un moment, s'il y avait eu la possibilité de. C'est simple. Voilà. Le sommeil est central. C'est pour ça que j'arrête pas de le répéter, les gens n'imaginent pas. Le soleil est central, mais le sommeil est central. On a des ondes cérébrales delta qui vont être les ondes qui vont s'occuper du sommeil profond. C'est des grandes ondes avec des grandes variations. Et cela vont activer le système lymphatique de notre cerveau pour nettoyer notre cerveau. On le fait tous les jours. Aujourd'hui, avec la lumière bleue, les gens qui dorment tard, etc., le système lymphatique n'est pas activé, ça s'entasse et on fait des maladies neurodégénératives. Il est où le problème? Est-ce que c'est génétique ou c'est un problème de plomberie? Moi, je dis que c'est un problème de plomberie. Plomberie, oui. Non, c'est fou. C'est fou, moi, Non, mais tu sais, c'est un gros business aussi. On veut rendre Alzheimer très compliqué. Comme ça, on va créer des molécules qui coûtent très cher, en prévention, en curatif, blablabla. 68 millions de Français. 1 million de personnes touchées par Alzheimer. On va taper les 100 millions de personnes touchées par Alzheimer avant 2040 dans le monde. C'est un scandale. C'est en hypercroissance, c'est comme ça. Et personne vient vous dire que c'est notre mode de vie. Oui. Voilà. Et en plus, tous ces spécialistes, soi-disant, ils doivent quand même avoir accès à tous ces infos. Mais la science, elle est là. Moi, je allie la science. Je ne suis pas scientifique officiellement, je ne suis pas médecin. Ma démarche est scientifique, mais je ne suis pas scientifique. Par contre, comme tout citoyen, je peux aller sur PubMed et avoir accès à la science. On a, par exemple, une maison on va considérer une maison de retraite en Arizona aux États-Unis. Ils font un travail extraordinaire. Puisque, à la base, ce genre de maison, si tu veux, accueille des gens qui sont touchés par Parkinson, Alzheimer, maladies invalidantes, etc. Et normalement, les gens meurent dans cette maison. Eh bien, eux, ils font une chose extraordinaire. Ils renvoient les gens chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un régime carnivore. Ils font attention au sommeil des gens. Ils leur font faire des séances de sauna. Et puis, il y a plein de cas avec des tests de cognition qui sont faits à l'entrée et à la sortie, et des gens qui retrouvent suffisamment d'autonomie pour rentrer chez eux. Des gens avec Alzheimer inversés avec un régime carnivore, du sommeil et du sauna. Oui, et des caissons hyperbares, parce qu'ils ont un caisson hyperbar aussi. En 6 mois, ils font des choses, ils ont juste suivi la science, hein. Ils ont rien inventé. Voilà. Pourquoi c'est pas su massivement, ça? Pourquoi on ne dit pas aux gens qu'on peut faire des choses avec simplement notre mode de vie? Comme, tu sais, c'est pas plus énorme qu'un diabète de type 2. Hein. On dit aux gens, le diabète de type 2 est incurable. Moi, je dis, il est curable en quelques mois. Et puis, je peux le prouver. Et puis, si vous lisez la littérature scientifique, on le sait depuis 100 ans. Voilà. Ouais. Ça, je me bats avec mes enfants pour ça parce que leur papa, donc, et toute la famille de son papa sont des diabétiques, mais bon, amputés, ils auront été amputés d'un pied. Des morts très jeunes, à 43 ans. Voilà. Et je me bats avec eux parce que j'en ai un qui est chef pâtissier. donc voilà. Et je leur dis, arrêtez avec le sucre. D'ailleurs, quand je fais quelque chose, maman, il y a du sucre ou pas? Et je leur dis, non. Oh, encore avec tes expériences. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai une bataille. Voilà, je me décourage pas. Hein, je suis chaque fois là. Parfois, je ne dis rien. Je dis, goûte d'abord, et puis voilà, je le fais avec du rétitriol et plein de choses. Et puis, ils trouvent parfois ça excellent, mais quand même, cette culture, cette, je vais dire, presque, on mange le cerveau vraiment aux gens avec ce côté, il faut des glucides dans la vie. Et c'est culturel. Il faut des glucides pour fonctionner. Et à tel point que quand je vois mon fils qui est toujours vegan et que parfois j'ai le discours de lui dire, mais écoute, tu sais, il y a ça a été montré, regarde, il dit, maman, il y a la même chose avec les études vegan pour la viande.
Je dis, mais comment ça, montre-moi les études. Donc, ils sont persuadés, parce qu'ils sont inondés aussi par ce côté médiatique, surtout ici en Belgique, ils sont vraiment très, très… Il Enfin, le faut côté 10 ans. Il faut 10 véganisme, ans. ça… Il faut 10 ans. 10 ans, les gens se flinguent littéralement la santé et en 10 ans, ils changent d'avis. Moi, j'en vois tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je vois des gens, et y compris des choses radicales que je ne voyais pas avant. Maintenant, je vois énormément de gens. Mais, concrètement, j'ai des emails de personnes qui me disent j'ai été 40 ans vegan. J'ai eu tel problème, tel problème, tel problème, tel problème, tel problème. Et maintenant, je suis passé en carnivore. Et il n'y a plus de problème. Ils font un grand écart complet. Hein, ils passent même pas par la zone omnivore, en fait. Hein. J'espère que ça va être le cas de mon fils. Oui, mais c'est dommage de devoir expérimenter de vraies maladies, hein, parce qu'il y a eu des choses absolument Mais énormes. en plus, bon, moi, je l'ai suivi j'ai fait l'expérience pendant 1 mois, je pense, ou 2 mois, et vraiment avec des vidéos, avec des recettes. J'ai même fait de la mozzarella vegan, enfin, pour te dire, des trucs, Tu fais, hein, voilà. avec des produits. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à gonfler, et alors j'avais tout le temps faim. Je veux Normal. dire, parce qu'on mange généralement des glucides. Il y a toujours, comme on mange pas de viande, il y a un petit peu de tofu, de protéines, tout ce que tu veux, mais c'est surtout du quinoa, du riz, des pâtes, des ci, de la fin. Et donc, finalement, je me sentais absolument pas bien. Donc, moi qui pensais qu'en mangeant végétal, voilà, j'allais trouver le peps et la forme, etc. Pas du tout. Non, puis le pire de tout là-dedans, c'est que, tu vois, moi j'habite à Boulder, au Colorado, il y a beaucoup, beaucoup de véganes. Il y a des restaurants véganes, mais ici, c'est des véganes intelligents. C'est-à-dire que toute la malbouffe, la nourriture végane industrielle, elle se vend pas ici. Tu vois, les gens, ils vont directement aller sur des légumes qu'ils vont cuisiner, des produits bruts qu'ils vont cuisiner chez eux. Et à Whole Foods, là, il y a toutes les merdes de trucs véganes qui essayent d'imiter la viande. Bah, ils sont toujours en promotion. Personne n'en veut, en fait. Parce que ceux qui sont carnivores, enfin omnivores, en mangent pas. Et même les véganes n'en mangent pas. Parce qu'il y a une liste d'ingrédients longue comme ça. C'est une vraie catastrophe sur l'intestin. Voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Pareil, ici, ils sont très informés sur la micronutrition. Donc, ils prennent tous 30 ou 40 suppléments alimentaires. Bon, bah, pourquoi pas. Mais si on fait croire aux gens qu'on peut tenir un régime vegan sans suppléments et sans carence, ça, c'est un mensonge. Enfin bon, on n'est pas à ça près. En ce moment, les mensonges à la fois de l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire ça fait quelques millions de morts par an. Tout le monde s'en fout. C'est bien. Ça me va, moi. C'est super. Mais à la fin, il ne faut pas venir pleurer parce que concrètement, quand on lit la science, c'est une hérésie, quoi. C'est comme la même chose, comme les études qu'ils ont essayé de propulser là sur les poudres de protéines d'insectes. C'est la même chose. C'est du marketing, c'est de la science frelatée, c'est de la merde, et on va essayer de vous la faire bouffer par tous les moyens. Ah, mais nous, on a eu ça à l'école pour une porte ouverte. On avait reçu des caisses et des caisses d'insectes qu'on pouvait faire goûter donc lors de portes ouvertes dans les cours de biologie, etc., dans les bienfaits, le futur. Hein, Tu parles de ça, je me souviens. Donc, c'était quand même, voilà, c'est quand même fou. Et donc, voilà pour le côté santé aussi, je voulais aussi dire qu'à un moment donné, donc après tout ça, évidemment, j'ai pris du poids. Et mon médecin, un des médecins de l'époque traitant, maintenant j'ai changé, et il m'avait dit, écoute, c'est pas grave, je vais te donner, je vais te prescrire ce médicament, donc tu vas t'injecter ça tous les jours. Et c'était Sodenza ou un truc comme ça, et elle me dit, et tu vas perdre 10 kilos. Je dis, la super. pilule magique, sous forme de seringue. Je dis, moi, je suis pas diabétique. Enfin, voilà, toutes mes prises de sang à jeun étaient en dessous de 80 le matin. Donc, je me dis, mais ça n'a pas d'impact. Non, tu vas accompagner ça d'un petit régime alimentaire. Et puis, je dis, oui, mais quand je vais arrêter ça, je vais reprendre mes kilos. Non, tu devras continuer. Bon. Et en fait, j'ai pris ça 3 jours, je pense. Mais ces 3 jours-là, alors que moi, je suis très régulière pour aller à Celle, j'étais même des maux de ventre, une hyper constipation pas possible. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai arrêté. Je n'ai pas continué. Chance pour moi, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut prescrire ça aux gens sans avoir un recul de ce que ça va apporter? C'est simple, un chèque.
Et moi, je me dis déjà en 3 jours, mon organisme, comme ce qu'il a réagi, mais t'imagines si j'avais suivi ça. Enfin bon, soit ça, c'est la petite parenthèse. Par contre, mon médecin traitant actuel, quand je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai beaucoup lu sur l'alimentation cétogène, je me lance là-dedans, je veux juste voir là, voilà, fais-moi une prise de sang, voir un petit peu, pour voir un peu si dans 3 mois ou 4 mois, c'est toujours OK. Eh ben, elle m'a dit, j'ai jamais vu en 3 mois de temps quelqu'un qui a le bon cholestérol aussi élevé que toi. Merveilleux. Donc, ça, je tiens à le dire. Et elle m'a dit, mais c'est waouh, continue. Moi, franchement, et j'ai tombé sur un médecin qui est très ouverte et qu'elle aussi, elle m'a dit, je suis persuadée également que l'alimentation sans glucides, ça a beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc, vas-y, continue. Et donc, je suis quand même suivie une fois par an. Voilà, je suis un petit check-up. Mais quand elle voit elle-même qu'elle a dû m'enlever les médicaments pour la tension parce que du coup, j'avais chuté, je crois que j'étais à 10, un truc comme ça, ou 9, j'étais vraiment pas bien. Elle me dit, oh là là, il faut arrêter les médicaments là. Et donc, elle le voit, je veux dire, elle s'en rend compte et elle me dit, je suis persuadée, c'est dommage, mais je suis persuadée que les glucides, c'est clair que c'est pas, voilà, qu'il faut un petit peu les éliminer. Tu sais, à un moment donné, voilà. Ouais. Faut un peu de bon sens. Faut un peu de bon sens. Qu'est-ce qui permet de retirer une hypertension, d'inverser un diabète de type 2, de guérir des pathologies auto-immunes, de guérir des cancers, d'inverser Alzheimer, et j'en passe, ou une hyperobésité? Qu'est-ce qui permet de faire tout ça sans médicaments? La seule approche, c'est le régime cétogène. Point barre, ça sert à rien de discuter. Le régime vegan ne fait pas ça. Le régime occidental ne fait pas ça. Et tu n'as aucune molécule à elle toute seule qui fera ça. Tu vas prendre un antidiabétique, un médicament pour ta tension, un médicament pour ta rétention d'eau, tu vas te piquer avec un GLP-1 agoniste pour perdre du poids, etc. Donc, tu vas prendre tout un tas de trucs qui vont faire la fortune des laboratoires pharmaceutiques, mais tu vas jamais guérir, en fait. Parce que tu parlais tout à l'heure des nouveaux médicaments à la mode, et cet abruti d'Elon Musk, là, voudrait participer à la promotion des agonistes GLP-1 à bas coût. J'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, il va bien y arriver. Ce qui est littéralement le message infini pour dire aux gens, mangez tout ce que vous voulez, piquez-vous avec ça, ça va bien se passer. C'est le prochain scandale sanitaire mondial. Ouais. On sait, par exemple... Ça me fait peur, hein. Ça me fait vraiment peur. Non, mais tu as une étude qui a été publiée... pour les gens qui... Voilà. Non, mais c'est un truc pour demeurer quand même, parce que concrètement, faut être demeuré pour être un médecin et prescrire ça. Dernière étude scientifique publiée, qui est très intéressante. Alors déjà, premièrement, quand vous vous piquez avec ça, oui, vous allez perdre du poids. Vous pouvez espérer perdre 40 à 50 kilos en une année, ce qui est beaucoup. Ce qui est aussi bien que la chirurgie bariatrique. Beaucoup de muscles, en fait. Attends, 50 kilos. 40% de cette masse, ça va être votre masse maigre. C'est pas de la graisse. Et alors, ce qui est génial, et ils ont mis ça en évidence, c'est que le muscle cardiaque est aussi impacté. Vous perdez votre masse musculaire, vous perdez la masse musculaire de votre cœur. Et ce qui est génial pour l'industrie pharmaceutique, c'est que quand vous arrêtez, vous n'êtes pas guéri. Vous reprenez tous vos kilos sans problème. Hein. Donc, ça veut dire que les gens qui commencent avec ça, à 30 ou 40 ans, doivent vraiment comprendre qu'ils vont se piquer à vie. C'est ça que vous voulez ? Vous ne pourrez pas arrêter. Et on parle déjà d'autres problèmes. Il y a des études qui ont déjà été remontées, des problèmes de cancer, etc. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne, en fait. C'est-à-dire que concrètement, vous avez quelqu'un qui est gavé de glucides et qui n'a plus de production hormonale nécessaire pour faire face à ces glucides. Donc, la personne prend du poids massivement. OK ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces médicaments ? On vient doper la production endogène de certaines hormones, en particulier l'insuline. On vient doper la production endogène d'insuline sur un pancréas qui est déjà fatigué et qui n'en produit plus assez. Ça se termine comment ? Vous croyez que le pancréas, il va tourner à ce régime-là pendant 30 ou 40 ans ? Ben moi, je vous garantis que cette industrie, qui est la même que ceux qui vendent de l'insuline et des produits pour les diabétiques, sont juste en train de créer des centaines de millions de nouveaux consommateurs de produits pour diabétiques de type 2. C'est un scandale international. Tout le monde devrait être vent debout. Et je vais donner juste un exemple. Juste un exemple. Le PIB du Danemark, le produit intérieur brut, la richesse produite en une année au Danemark, c'est 420 milliards de dollars. Novo Nordisk, qui est la première capitalisation boursière européenne qui vend ses produits,
qui vend l'insuline. C'est 480 milliards de dollars. L'entreprise a une valeur supérieure au pays. C'est 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Là, ces gens-là, Novo Nordisk, Eli Lilly et les autres, sont juste en train de créer leurs clients diabétiques de type 2 pour les prochaines décennies. Donc, ils vous vendent un produit hors de prix. Les GLP-1 agonistes aux États-Unis, ça vaut entre 800 et 1000 dollars par mois. Ça veut dire 12 000 dollars par an payés par les assurances santé, juste parce que vous ne savez pas bouffer. C'est pas un scandale, ça? Mais c'est un scandale. Et moi, ce que je trouve encore plus aberrant, c'est comment les gens qui se disent, bon, il y a quand même un petit minimum d'intelligence ou de réflexion, comment peuvent-ils adhérer à un produit qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît pas l'impact qu'il y aura sur notre santé par la suite et pas vouloir changer juste quelque chose dans son alimentation? Je donne la réponse. Moi, je l'ai la réponse. Elle est simple. Aux États-Unis, c'est simple. Premièrement, aux États-Unis, tu as des publicités pour les produits pharmaceutiques. Donc, les gens, 60% du budget publicitaire américain, c'est Big Pharma. 60%. On n'est pas sur les croquettes de chien et le papier toilette. On est sur des molécules produites par l'industrie pharmaceutique sur ordonnance. Premier point. Deuxième point, les médecins sont arrosés de milliards avec des visiteurs médicaux pour leur dire faut vendre ça, faut vendre ça, faut vendre ça, faut vendre ça. C'est ça concrètement. Comment tu crois que, par exemple, les injections Covid, elles se sont passées alors qu'on n'avait pas de science derrière et ce qu'il y avait comme science, c'était très mauvais. Les assurances santé américaines ont donné jusqu'à 600 000 dollars par an et par médecin pour une couverture optimale pour le Covid. Voilà le prix de la conscience des gens. Voilà le prix de la conscience des médecins. Vous avez des gens qui ont été arrosés, qui ont fait des fortunes sur la santé des gens. Et toutes les molécules, tous les GLP-1 agonistes qui sont vendus, c'est exactement la même chose. C'est de la merde. Et je reviens sur un livre dont j'avais parlé dans le journal du régime cétogène numéro 2, je crois, avec l'ancien patron de Eli Lilly en Suède. Et il explique en détail toutes ces magouilles, comment ils font de la corruption sur les scientifiques, comment ils font de la corruption sur les assurances santé, comment ils font de la corruption sur les autorités sanitaires, comment ils font de la corruption sur le médecin généraliste pour l'encourager à vendre de la merde, qu'on sait très bien d'avance que ça ne fonctionne pas, voire que c'est mortel. Donc ces scandales-là, on les a déjà eus précédemment, et là on est en train d'en refaire un énorme avec la pilule magique contre l'obésité, GLP-1 agoniste, propulsé par Elon Musk, la plus grande publicité au monde. C'est génial, voilà. C'est un scandale. C'est fou, c'est un scandale, mais c'est... Aux États-Unis, dans Business Insider, ils ont fait un article, ils ont expliqué comment les GLP-1 agonistes allaient littéralement tuer le régime keto. Et c'est déjà le cas, c'est déjà en train de se passer. Tu vois, par exemple, vraiment un exemple précis, concret. Tu as aux États-Unis une entreprise qui s'appelle Virta Health. Son travail, c'est d'inverser le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. Ils vont s'effondrer face à une pilule magique où les gens, en fait, mangent littéralement de la merde, soda, fast-food, pizza, tout ce que tu veux, puis ils vont s'injecter régulièrement ce produit-là. Ils n'ont aucun effort à faire. Pourquoi tu vas t'embêter à apprendre à cuisiner, choisir tes aliments, changer tes habitudes, avoir une vie sociale perturbée, etc., vu que tu as cette pilule magique? Tu ne peux pas affronter ça. C'est pour ça que je dis que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Oui, mais il faut continuer, Ulrich. Il faut continuer parce que tu fais énormément de bien à plein de gens. Je pense que je suis pas la seule, voilà, qui te regarde tes vidéos, tes témoignages des gens. Franchement, voilà. Et c'est un peu comme dans ma classe, on disait souvent, ce qu'on donne, on transmet. Est-ce que ça va avoir un impact? Parce que parfois, on a devant nous des élèves qui n'en ont rien à cirer. Et on se disait toujours, dans le lot, il y a toujours 1, 2, 3, voilà, qu'après on apprend qu'ils ont fait des grandes études ou qu'ils ont fait, voilà, qu'ils ont fait de leur vie. Et moi, je trouve qu'on se disait souvent, eh ben, rien que pour ça, notre métier, voilà, on le fait avec passion. Et moi, je trouve que tu dois continuer, toi et ton épouse, à justement à motiver les gens, à se rendre compte, à ouvrir les yeux et à nous informer de tout ça, parce que c'est vrai qu'on est un peu, on est un peu manipulé. On est manipulé, en fait, il faut le dire. Hein. C'est pas qu'un peu, parce que pas peur, hein. Notre génération, toi et moi, si tu veux, on a connu une époque où il y avait encore des journalistes à la télévision, par exemple, qui faisaient leur vrai travail d'investigation, qui dénonçaient des scandales, etc. Ça, c'est fini. Hein. Depuis 2020, c'est littéralement mort. C'est vrai. Voilà. Le livre, il est attaqué. Hein. Toi et moi, nous lisons beaucoup. Eh bien, maintenant, on se rend compte qu'il y a énormément de faux livres
il y a des gens qui produisent littéralement des copies, ils reprennent la même couverture, le même titre, etc., pour dire le contraire. Le livre est attaqué et on n'a plus la garantie avec le livre maintenant d'avoir les bonnes informations. Tout à fait. Les réseaux sociaux, en particulier YouTube, il y a eu beaucoup de censure. Donc, au final, c'est vraiment ceinturé partout, en fait, le message. Et puis, il y a aussi beaucoup de fainéantise parce que quand on dit aux gens, mais si, lisez cette étude, la voilà, imprimez-la en PDF, lisez-la, les gens ne le font pas. Tu vois, c'est tellement... Donc, il suffit, en fait, pour cacher le mensonge, il suffit, en fait, de le recouvrir avec tout un tas de difficultés pour accéder à la vérité. Et au final, on y arrive. 90% des gens, ils vont plonger. Moi, voilà, c'est juste, peut-être, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire, mais de dire aux gens, essayez un mois. Qu'est-ce que c'est un mois dans votre vie? Essayez un mois. Ici, actuellement, j'ai ma belle-sœur qui a la leucémie, donc elle a 64 ans. Et je disais justement à ma fille, je ne sais pas comment transmettre à ma belle-sœur de dire, fais ça. Parce que, voilà, elle est pas ouverte à ça. Et quand on parle je parle de changer d'alimentation, oui. Mais, soyons honnêtes, regarde, ton message, comme le mien d'ailleurs, il est noyé dans d'autres messages. Pourquoi ta belle-sœur, qui est atteinte d'un cancer, ferait le choix de te suivre toi, ou plutôt ton fils qui est vegan? Ouais. Comment elle fait pour prendre sa décision? Sa décision, je vais te dire comment elle va faire pour la prendre. Elle va avoir son cancérologue, elle va lui dire nutrition, je fais quoi? Et le cancérologue, il va dire mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et voilà, c'est fini. Et le débat est bouclé. Tout à fait. Jamais les gens, si tu veux, tu peux pas dire à ta belle-sœur, tu vas sur PubMed, tu tapes cancer ou leucémie, régime cétogène, et puis tu vas lire la littérature. Les gens, ils y vont pas. Donc, la vérité, elle est là, et les gens n'y vont pas. Donc, j'ai offert le livre à mon frère en espagnol, Le Code de l'obésité, justement pour... J'ai jamais eu de retour de ça. Parce que je me disais, arriver comme ça de plein abord, lui dire, écoute, mon frère, il va falloir quand même qu'on change ta façon de manger, parce qu'en plus, lui, il est en obésité. Et il est prédiabétique, là, maintenant. Il a eu un AVC. Donc, il a déjà eu un avertissement. Voilà. Et malgré tout ça, quand je le vois manger le matin avec ses tartines... alors, moi, je suis avant l'alimentation cétogène, j'avais déjà fait le jeûne intermittent, mais voilà, je mangeais plus le matin. Maintenant, à partir du moment où je t'ai écouté, maintenant je déjeune. Je déjeune et je mange, voilà. Et c'est vrai que ça change tout. Je respecte plus mon cycle circadien, donc ça, merci. Mais et donc quand il me voyait comme ça, il me dit mais c'est pas bon de pas manger, tu dois manger. Et je dis mais voilà, et c'est vrai que ça m'a permis dans un premier temps de retrouver ma satiété, parce que j'étais un puits sans fond, en fait, j'avais tout le temps des envies, faim, la nourriture était devenue presque une obsession, à force de tester plein de régimes, de voir plein de choses, parce que voilà, je pense que j'étais même obsédée par comment est-ce que je dois manger sainement, et in fine, je me suis dit, ici, c'est tellement simple, une protéine, poisson, viande, tout ce que on veut, un petit peu de légumes si on le souhaite, un petit peu de matière grasse, et le compte est fait. Donc, je veux dire, maintenant, je me casse plus la tête, ni pour les courses. C'est vite fait, tant que j'ai mes protéines, mes légumes. Et puis, voilà, et c'est vite fait, c'est vite préparé, c'est super bon. Et je dis, voilà, dommage pour ces personnes qui ne franchissent pas le pas et qui ne sont pas ouvertes aussi à l'écoute, parce que, voilà, moi, j'ai quand même décidé de ne plus convaincre personne. Et les gens qui m'entourent, voilà, ça rigole. Oh oui, parce que Manuela, maintenant, ça y est, plus de glucides, pas de pâtes. Qu'est-ce que tu manges alors? C'était ça. Je dis, mais je mange tout le reste. Je mange du bon fromage au lait cru. Je mange de la bonne viande. Je mange du poisson. Je mange quand même des légumes, mais des légumes qui me font plaisir. Voilà, moi, ce qu'on pense qu'en cétogène, il n'y a pas beaucoup de légumes, mais il y a quand même tous les... choses. On pense que c'est que la salade, mais non, il y a l'avocat, il y a les brocolis, il y a tous les sortes de choux. Moi, j'ai fait des pâtes pesto avec du chou et un pesto. Alors, le pesto avant, mon Dieu, non, c'est trop calorique, on n'aurait pas. Alors que maintenant, je me fais plaisir. Les pignons, le parmesan. Donc, moi, je trouve que voilà, pour moi, ça a changé ma vie. Et j'espère que mon témoignage ici, ça va changer la vie d'autres personnes qui vont écouter. Et en tout cas, je les encourage à lire tes ouvrages et à s'inscrire à la Céto Academy, parce que franchement, voilà, c'est vraiment top.
Et oui, je suis comme toi un petit peu triste, mais en même temps reconnaissante. Et je Oui, pense que tu dois on est continuer triste sur. par rapport aux proches qu'on sait Ouais, que les choses peuvent être facilement réalisées avec une grande aide et les voir sombrer dans la maladie alors que ouais. quelques petits ajustements alimentaires, ça n'a jamais tué personne de se dire retire les pâtes, le riz, le pain, les pommes de Et on terre, va c'est pas voir. la catastrophe. Voilà. Et au final, ils y vont même pas, quoi. C'est Ouais, triste. tout à fait. Et on Tout peut à quand même changer la société un peu plus loin parce que nous, en pâtisserie, par exemple, on a développé beaucoup de recettes. Il y a plus de 100 recettes qui n'ont jamais été publiées. Les pâtissiers, vraiment, Nelly a fait des stages avec les grands pâtissiers français qui font des merveilles en termes de finesse, etc. On peut faire tout ça en keto. Il n'y a pas de Évidemment. problème. Il faut juste switcher, il faut se réapproprier de nouveaux ingrédients, mais il n'y a aucun problème à faire ça. Donc, Tout c'est à juste qu'il fait. n'y a pas la volonté. Mais Il y a juste une façon, voilà, c'est une autre manière en fait. Et en fait, la cuisine, tu l'as déjà dit, c'est vraiment un atelier pour on peut s'amuser. Moi, j'ai fait des cannelés, donc la recette vraiment, mais en cétogène. Et franchement, c'était délicieux, il n'y avait rien à envier. Donc, bon, voilà, moi, je suis une passionnée de cuisine, donc je fais énormément de recettes. J'ai fait des scones aussi cétogènes. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais enfin, plein de tartes, plein de choses, même de la glace. J'ai ma sorbetière, je fais de la glace. On ne saurait pas dire que c'est au contraire, on a de la bérée crème dans cette ouais, glace. bah oui. Ça peut être que savoureux. C'est J'ai là, envie c'est de là que je suis dire. fou parce que quand tu vois la simplicité de faire une bonne crème glacée, une vraie glace, Mais oui, et quand tu vois toute la merde qu'ils sont capables de nous mettre dedans, moi, je fais que ça avec Nelly. C'est souvent, on rentre dans un magasin qu'on connaît pas, hop, on va au rayon glace, par exemple, on ouvre les congélateurs et on regarde les compositions. Tu t'es dit, mais ils sont complètement abrutis. Ils te font une composition grande comme ça, alors que c'est ultra simple, avec très peu d'ingrédients qui sont sains. tout Voilà. à fait. Tout à fait. J'ai fait les lasagnes aussi avec des Mmh. feuilles de chou. Excellent. Enfin, ça, tous mes enfants, ils ont adhéré aussi. Enfin, voilà, il y a tout. On s'amuse. Ouais. Mais enfin, moi, je vais jamais manger deux fois la même chose. Je suis pas, en tout cas, frustrée de. Je reçois des gens chez moi. Souvent, je fais quand même majoritairement cétogène. Après, voilà, parfois je donne l'option aux gens, mais finalement, parfois je ne le dis même pas, les gens trouvent ça délicieux, et puis voilà. Mmh. Voilà. En plus, Oui, quoi si de on le plus dit pas, chouette? ça se voit pas. Mmh. Ben oui. Alors nous, en Espagne, on a du jambon ibérique qui est d'excellente qualité. Ce sont des cochons qui sont nourris aux fruits de pin. Donc, là, allons-y, je peux y aller. Le fromage manchego aussi. Le lomo, pareil, c'est aussi le ibérique. Donc ici, pendant les fêtes, voilà, moi, je ne vais pas être en tout cas aucun monde frustré, ni les fêtes de Noël. Hein, je veux dire, j'ai fait même mon pain d'épices keto. Donc voilà, il est déjà préparé. Comme ça, je l'ai mis au congèle. Je veux dire, je vais trouver le même plaisir de manger. Et donc, je ne comprends pas les gens. Et donc, c'était ça mon souhait. Mmh. Donc, j'ai ouvert des ateliers culinaires avec tout ce qui est surtout pâtisserie, puisque ici, les gens sont très dans le sucré. Et alors, je dois plutôt dire, au lieu de dire keto ou cétogène, ça ne va pas marcher. Et Mmh. si je dis pour les diabétiques, alors là, Mmh. ça fonctionne. C'est Donc, fou. c'est fou, hein. Un mot Je changé dis et c'est la même keto, chose. cétogène, les gens, ils sont, mais non, Bloqué. ils ne veulent pas. Par contre, si je dis, voilà, c'est une recette, c'est OK pour les diabétiques, alors là, les gens en viennent. Mmh. Donc, je dis, mais voilà. Puis c'est ça le. Mais le problème, en fait, c'est que c'est vrai, c'est faux. Parce que, tu vois, quand tu regardes l'Association des diabétiques aux États-Unis, ils ont un plan nutritionnel pour les diabétiques où ils leur filent 55%, 60% de glucides. Où ils sont capables, tu vas sur l'ADA, hein, tu vas sur l'ADA chercher dans les recettes, assiette de salade de pâtes avec une sauce mayonnaise et sucre dedans. Ils te mettent 5 grammes de sucre par portion dans la mayonnaise avec des pâtes. Et c'est une recette pour diabétiques. Ah oui, Donc, oui, comment toi, tu fais pour te différencier, tu vois, en disant c'est compatible avec les diabétiques parce que c'est à l'opposé complet, quoi. mais oui, tu as le composé complet. Mais que tu parles de ça, j'avais vu une vidéo c'est une jeune fille sur Instagram. Elle a été amputée des deux mains pour le diabète. Et elle était à l'hôpital. Et alors, elle faisait des vidéos, des réels sur ce qu'elle recevait en Espagne, hein, ce qu'elle recevait à manger chaque midi. Mhm. Alors, elle montrait son plateau, elle dit, voilà, je suis diabétique, je suis amputée de mes deux mains, donc elle le montre de manière...
Elle dit, voilà, qu'est-ce que j'ai à manger? Alors, elle avait, comme tu dis, des pâtes, accompagnées du pain, accompagnées, c'était une macédoine de fruits comme dessert. Enfin, quand je calculais, moi, alors tout de suite, je suis allée avec les macros, là, ça c'est autant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et elle rigolait, elle disait, mais c'est pas, voilà, je suis diabétique, on m'a amputé les 2 mains, et voilà ce qu'on me donne à manger. Donc, cette personne a perdu ses 2 mains parce qu'elle ne sait pas manger. Elle s'est mal alimentée pendant un certain nombre d'années. Ses mains ont pourri. La médecine lui a enlevé. Premier point. Et deuxième point, à l'hôpital, là où on est censé savoir manger, Tout à fait. on lui donne de la nourriture pour continuer à l'amputer parce qu'après, ça va être les jambes, ça va être l'insuffisance rénale, ça va être la cécité. Ça m'a choquée, je me dis, mais c'est pas possible. Mais il y a oui, monsieur. Comment est-ce qu'un hôpital, alors que la fille, elle était jeune, je crois qu'elle devait avoir quoi, 24 ans, 25 ans, on l'ampute les 2 mains, elle est là et elle monte son plateau, et alors elle a fait ça plusieurs jours. Mais je me dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, j'appelle ça un crime contre l'humanité, franchement. C'est un crime contre l'humanité. Tout à fait. Parce que faut pas me dire que scientifiquement, on le sait pas. On le sait. C'est juste qu'ils font autre chose. Ces gens ont un projet criminel en tête. C'est pas possible. Ils sont de mèche avec l'industrie pharmaceutique, de mèche avec l'industrie agroalimentaire. Ils ont mis leur conscience de côté. C'est un crime, vraiment. Tout à fait. Tout à fait. C'est difficile quand on le fait tous les jours. Monsieur? C'est honteux. Et alors, comment ça se passe, tes ateliers? Tu as déjà réussi à faire quelques petits ateliers cétogènes? Et quel est le retour des gens? Comment ça se passe? Il n'y a pas beaucoup. J'ai fait un atelier glace. Là, je n'ai pas dit que c'était cétogène. Je dis, on fait un atelier glace. Et donc, j'avais fait 2 sortes de glace. Et puis, j'avais fait goûter à l'aveugle. Et j'avais simplement dit aux participants, voilà, dites-moi ce que vous sentez une différence. Et alors, c'était marrant pour la petite histoire. La glace qui a eu plus de voix, c'est celle cétogène, parce que c'était plus onctueux, ça avait plus de goût et tout et tout. Et j'ai dit, mais vous voyez, c'est ce que. Alors après, je leur ai dit, cette glace-là, c'est une glace qu'on appelle cétogène dans le sens qu'il n'y a pas de sucre, il y a de la crème, des œufs, et j'ai mis un petit peu d'érythritol. Donc là aussi, quand on dit le mot, ça paraît un peu très scientifique. Je leur dis, mais il n'y a pas plus sain, enfin naturel, que ce sucre-là par rapport aux autres sucres. Et donc, voilà, ça c'est mais ça n'a pas beaucoup d'impact pour le moment ici. Donc, c'est plus mes ateliers, on va dire. Alors oui, j'ai fait des ateliers kombucha suite à ton... Parce que je faisais déjà du kéfir, mais le kombucha, je me dis, allez, je me lance. Ça n'a pas l'air chinois comme il explique et tout. Et en fait, maintenant, je suis une dingue. Je fais 6 litres de kombucha toutes les semaines. À tout moment, j'arrive avec ma bouteille de kombucha chez les gens pour les faire goûter. J'ai donné mes scorbis, mais alors là, des grosses mamans scorbis que j'ai même versé une larme, parce qu'on dirait que c'est le bébé comme ça. Ça a séparé la famille Scoby qui s'est empilée. C'est ça, j'ai la maman, la grand-mère. Et... Enfin bon, c'était très... Et d'ailleurs, ces fêtes, je vais le passer avec mes kombucha, voilà. Je vais prendre mes bouteilles. C'est vrai que c'est sympa, ça, faire un atelier autour du kombucha, c'est sympa parce que c'est ludique, c'est facile, ça prend très peu de temps. Voilà, et les gens se prennent avec leur petite scorbie, et puis je fais une petite dégustation. Ça a été très, très chouette. Sinon, les ateliers, évidemment, c'est les ateliers le vin. Ça, voilà, on est plus dans le retour ici aux sources en Belgique. Mais bon, voilà. Mais à la limite, je me dis, au pire, si déjà, ils savent mieux manger un pain, on va dire, avec le levain, même si c'est des glucides, mais qui est naturel et qui va être quand même moins glucidique qu'un pain, au moins, allez, on va dire, c'est quelque chose. Oui, tout à fait. Après, voilà, moi, et alors, j'ai une petite bataille maintenant parce que mon mari, mon deuxième mari ici, il souffre beaucoup du cholestérol, donc il est d'origine vietnamienne, et donc il a un gène au niveau du foie qui ne digère pas, qui ne traite pas bien l'alcool comme nous et les graisses. Donc, il a eu tout le temps, il a eu ce grand problème de cholestérol depuis qu'il est tout petit. Et donc, il a toujours eu un grand traitement pour ça. Et maintenant, il est allé voir un spécialiste et lui, il suivait l'alimentation cétogène avec moi. Donc, quand le médecin lui a dit, il lui a dit, écoutez, monsieur, ça va pas. Là, vous devez arrêter l'alimentation cétogène. Hein, c'est... Et moi, je lui avais dit, je suis sûre qu'il va te dire ça. Et en fait, on lui a dit ça. Et je dis, tu vas faire quoi? Et
malheureusement, il a pris peur. Il a dit, je vais suivre le médecin. Et donc, le voilà je suis triste pour lui, hein, parce que, parce que c'est sûr que c'est mon mari que je suis triste pour lui, mais quand je vois moi mes assiettes et lui avec sa petite dinde à l'eau, vapeur. Et avec sa dinde vapeur, son cholestérol, il a baissé? Alors, je devrais lui poser la question. Je pense que je pourrais te le dire là comme ça, mais là, mais très élevé, très élevé. Non, parce que tu sais, dans le genre d'expérience stupide, on a fait tout ce qu'il fallait. Tu as Nick Horowitz qui a fait une étude qui est absolument remarquable parce que c'est vraiment se foutre de la gueule des médecins et j'adore l'idée. Il a fait un régime cétogène. Il a fait juste ça sur son cas personnel, mais c'était pour montrer vraiment la bêtise de la compréhension cholestérol. Donc, il a fait un régime cétogène. Il est plutôt musclé, très maigre, enfin très, très mince. Il n'a pas de graisse corporelle. Son régime cétogène lui a monté son cholestérol. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est très élevé, largement au-delà de la norme. Et là, il a dit, voilà, je vais faire 2 essais. Le premier essai, je vais prendre une statine pour faire descendre mon cholestérol. Donc, c'est ce qu'il a fait pendant plusieurs semaines. Il a pris son régime cétogène et sa statine. Et il a fait descendre son cholestérol. Voilà. Il recommence, donc il repart sur un régime cétogène sans médicaments, sans rien. Et ensuite, il va compléter ça avec des Oreos. Il s'est mis à manger des Oreos tous les jours. Tu sais, c'est les petits gâteaux sucrés industriels. Oui. Et il a descendu son cholestérol à des niveaux plus bas qu'avec la statine. Donc, conclusion, pour faire descendre son cholestérol, manger des Oreos. Je vais lui dire. J'espère qu'il va regarder la vidéo plus tard et qu'il va se dire, allez. Parce que c'est dommage, parce qu'en plus, c'est un grand sportif. Il n'est pas gros du tout. Je veux dire, il n'a pas de problème de poids. Il est très sportif. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait. Parce que les gènes, j'ai jamais trop aimé cette histoire d'hypercholestérolémie familiale. Voilà, c'est ce qu'on lui a dit. Ouais, mais j'ai jamais trop aimé ça. Et d'ailleurs, tu sais, sur notre site, il y a un documentaire qui s'appelle Cholestérol, le grand bluff. Alors, ça explique bien le cholestérol. En 1 heure, ça vulgarise bien tout ce qu'est le cholestérol et surtout ce qu'il n'est pas. Et puis, à un moment donné, il nous parle de gens qui auraient soi-disant un cholestérol familial. Ils ont toujours eu des 5-6 grammes de cholestérol et c'était considéré comme hyper haut, etc. Et à la fin du documentaire, tu as des gens, on leur dit, voilà, c'est quoi votre cholestérol? C'est ça? Ah, ok. Et alors, ça ne vous préoccupe pas? Non, je m'en fous. Bon, ok. Parce qu'en fait, on voit concrètement que le lien entre cholestérol élevé et pathologie cardiovasculaire, il est faux. Il n'existe pas. 80 à 85% des accidents cardiovasculaires, AVC, problèmes directement au niveau des coronaires, etc., sont faits avec du cholestérol dans les normes. Ça devrait être l'inverse. Si tu veux, la logique, s'il y avait un problème avec le cholestérol, c'est que plus on a de cholestérol, et plus les gens devraient faire des événements cardiovasculaires. Mais ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, ça, j'avais lu là-dessus aussi. Et je lui avais fait part justement de ça. Il avait dit, ah oui, mais voilà, le spécialiste ici, apparemment à Bruxelles, a eu plus de poids que moi. Oui, bien sûr, c'est normal, hein, c'est son métier, c'est un spécialiste. Mais voilà, j'espère que... Quand on regarde, tu vois, pour casser vraiment littéralement le lien entre nourriture, régime cétogène et cholestérol, je rappelle juste que dans la littérature scientifique, les personnes qui sont touchées par les niveaux de cholestérol les plus élevés, ce sont des gens qui ne mangent pas. Ce sont des anorexiques. Quand tu prends la littérature scientifique de l'anorexie mentale qui a des décennies, on les connaît maintenant. Tout le monde sait qu'une jeune fille qui fait 29-30 kilos, qui est anorexique, elle a un cholestérol au plafond. Elle a des 5, 6, 8, 10 grammes de cholestérol. Pourquoi? Ça, c'est la bonne question à se poser. Ce que les cardiologues ne vont pas répondre. Pourquoi? Et après, ça permet d'extrapoler les réponses sur d'autres types de populations. Par exemple, quelqu'un qui va faire un régime cétogène et qui est plutôt en surpoids, on voit que son cholestérol, il ne bouge pas beaucoup. Par contre, quelqu'un qui est plutôt sportif, plutôt mince, qui va faire un régime cétogène, il y a des risques que son cholestérol monte radicalement. Voilà. Ça, c'est Dave Feldman qui a popularisé le terme d'hyper-répondeur. On commence à documenter ça, mais ce n'est pas lié avec un risque cardiovasculaire augmenté. C'est juste une réponse physiologique par rapport à un état. Une personne qui est en surpoids versus quelqu'un qui est sportif. Les deux passent en keto, la réponse cholestérol est différente. Voilà. Les cardiologues ne sont pas au courant. Je suis en train de tanner une femme française, docteur, cardiologue, qui utilise le régime cétogène
qui s'est formée à la Céto Academy. J'étais très contente de voir qu'elle aide des patients en régime cétogène, puisque ces patients viennent me voir en disant directement, c'est grâce à vous que… Bon, je suis en train de la tanner pour qu'elle vienne témoigner, mais bon, pour l'instant, elle veut pas apparaître publiquement, mais j'arrête pas de la rappeler. Si vous voyez, cher docteur, cette interview, venez témoigner, on a besoin de vous. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est clair. C'est clair. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de médecins qui témoignent justement. Ils sont entre le marteau et l'enclume et je les comprends parfaitement. C'est pas facile de s'exprimer publiquement avec quelque chose qui est tellement contre tous les dogmes qu'ils se font littéralement lapider par leurs collègues. Il y a le risque du Conseil de l'ordre au-dessus. Il y a le risque que les patients fassent pas correctement les choses et que ça se retourne contre eux parce que c'est pas dans les canons médicaux officiels. C'est compliqué. Ouais. Donc, en tout cas, voilà, moi, ça a été une réussite. En plus aussi au niveau de la faim, j'ai pas nécessairement faim. Je vais dire qu'avant, je faisais 3 repas. Maintenant, je me contente même de 2. Et ça, c'est une liberté. Pour moi, c'est la liberté retrouvée. Vraiment. Le matin, de me dire, voilà, si j'ai une journée chargée, je sais que je vais pas devoir déjà avoir cette charge mentale là dans la tête. Qu'est-ce que je vais manger, où je vais manger. Voilà, je peux dire, OK, ben, je vais rentrer plus tard. Ben, je peux tenir sans problème jusque 13, 14, 15 heures. Et puis à 15 heures, je mange. Et je suis pas en mode le ventre qui gargouille ou quoi. C'est vraiment, voilà, on commence à sentir la faim. Mais c'est supportable. Je veux dire, je gère. J'ai pas… le keto flou, moi, je ne l'ai pas eu. Moi, je n'ai pas eu la grippe. Tu salais peut-être particulièrement avant. Tu salais beaucoup avant, vous. C'est peut-être pour ça que tu ne l'as pas eu. Oui, voilà. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai toujours beaucoup salé. Et donc, voilà, moi, ça a été vraiment… J'ai eu des rechutes, c'est-à-dire que tout au début, j'ai suivi de rentrer vite en cétose. Et puis après, je pense que ça m'a fait peur un peu au début, parce que j'avais des 1,9, j'étais là, waouh et je ne comprenais pas encore tout bien de l'alimentation cétogène. Je pense que je n'avais pas encore bien… Et donc, après, je repris des glucides. Je vais dire, voilà, et on reprend vite. Hein, je vais dire, on commence par un petit peu de, je sais pas, moi, c'était style, allez, je vais manger un peu de lentilles ou un petit peu de flocons d'avoine. J'adore les flocons d'avoine en plus. Donc, je vais manger un petit peu de flocons d'avoine et hop, alors tout de suite, ce goût du sucre redevient. Tout de suite. Ouais. Je veux dire, chez moi, c'est… Voilà, si un jour, je vais manger plus sucré, déjà, le matin, d'office, je vais déjeuner et je vais avoir ces envies de sucré le matin. Donc, c'est vraiment comme une addiction, en fait. J'ai l'impression que c'est comme… C'en est une. Mais à la base, on se fait piéger par une chose simple. Dans la nature, parce que ton fils qui est vegan, il n'a peut-être pas dû aller voir concrètement dans la nature comment ça se passait. Les véganes ne comprennent pas qu'ils dépendent totalement de l'industrie agricole pour leur production. Mais la vraie nature sauvage, c'est-à-dire celle qui n'est pas dominée par l'homme, où les animaux sont en liberté, où les végétaux poussent comme ils ont envie de pousser. Les glucides sont très, très rares. Et c'est pour ça qu'on s'est fait pris en piège avec ça, parce que quand on avait l'opportunité de tomber, je ne sais pas moi, sur du miel, à la belle saison, sur quelques baies, etc., en tant qu'être humain primitif, on se jetait dessus. Ils sont rares. Et ça allait très bien. Là où on se fait piéger, c'est qu'aujourd'hui, on les a partout, ces glucides. Il est là le souci. Et on a gardé cette appétence naturelle pour le goût sucré, mais on se fait piéger parce que le sucre, c'est ce qui coûte le moins cher et on l'a partout. Oui. Et ça, c'est vrai ce que tu dis, que ça ne coûte pas cher, les glucides, parce que dans tout ce qui va être buffet, repas de fête, moi, maintenant, j'analyse beaucoup ça. Et c'est vrai que quand je compte en matières premières, ils vont donner beaucoup de glucides, donc beaucoup de pain, de brioche, allez, comment est-ce qu'on appelle ça, les tartes, mais les quiches, beaucoup de choses, mais qui vont évidemment remplir. Mais quand on analyse ça, c'est vide, je veux dire, nutritionnellement. Je vais donner un exemple, un exemple simple. Tout le monde aujourd'hui est un peu plus ou moins en Europe en crise. Il y a des coûts de l'énergie qui augmentent, etc., etc. Vous allez chez un paysan, un agriculteur, vous lui demandez d'acheter 1 tonne de blé. Je ne sais pas exactement en ce moment le cours de la tonne de blé, mais alors selon les années, on va être entre 180 et 350 euros la tonne. Faisons une cote mal taillée à 250 euros la tonne. Et avec ces 250 euros pour 1 tonne de blé, vous allez faire au bas mot 2 tonnes de pain. Vous allez faire 2 tonnes, 2000 kilos de pain pour 250 euros. Ça vaut rien.
Ben oui. Et tu te nourris toute l'année avec ça pour 250 euros. C'est pour ça que les glucides valent rien comparativement à la viande, aux œufs, à certaines huiles aussi, etc. Parce que les rendements ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Le sucre, c'est pour ça qu'on en colle partout aussi. J'ai entendu parler là qu'il y avait une marque d'un discounter en France qui était capable de coller 30% de sucre dans du steak haché. Bah oui, parce que le kilo de steak haché comparé au kilo de sucre, le kilo de sucre, il vaut rien. Ça vaut 25 centimes un kilo de sucre. Voilà, ils sont capables de mettre ça. Donc après, j'imagine qu'ils rajoutent de l'eau et du sel pour masquer tout ça. Et au final, les gens mangent de la merde, littéralement. Tout à fait. Et alors, je voudrais dire aussi, moi qui suis passionnée de cuisine, il faut pas avoir beaucoup de temps. C'est pas vrai. Ça, c'est les personnes qui se disent, ah, mais moi, je cuisine pas parce que voilà, faut pas être une naze de la cuisine non plus. Il y a des choses très simples, mais moi, je dis toujours, ayez des produits de qualité. Vous pouvez vous faire des bons œufs bio ou en tout cas d'un élevage, voilà, correct, avec sur le plat, avec un petit peu de beurre au lait cru. Vous mettez un petit peu de beurre, les 2 œufs, voilà, avec un demi-avocat il y a des trucs hyper simples, mais hyper savoureux et qui vaut mieux ça que de manger des saloperies et des trucs déjà tout préparés, transformés. Moi, voilà. Mais déjà à l'époque, moi quand on mangeait des glucides, mes enfants, ils savent pas ce que c'est une purée instantanée. Moi, c'était des bonnes pommes de terre, alors que je le faisais encore avec le presse-sucré pour avoir cette mousseline. Ouais. Voilà, et je pense que c'est ça qu'on a un petit peu oublié. Je pense qu'on est dans une société où on a oublié le plus important, c'est l'alimentation quand même, c'est ce qu'on met dans sa bouche. Oui, tu soulèves un point important pour moi, tu vois, parce qu'on te parle de gens intelligents, de grands entrepreneurs, de milliards, etc. Moi, j'ai du mal à concevoir une personne intelligente qui ne sache pas manger. J'ai du mal à concevoir qu'on fasse des fusées pour aller sur Mars, qu'on fasse de l'intelligence artificielle, qu'on fasse des voitures électriques à conduite autonome, et que dans le même temps, on soit la personne la plus riche du monde, avec un bide énorme, et qu'on soit obligé de se piquer par des agonistes GLP-1 parce qu'on ne sait pas bouffer. Là, j'ai un problème. Pour moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse être intelligent dans ces conditions, puisque si la base, on doit savoir respirer, on doit savoir boire, on doit savoir dormir, on doit savoir manger. Si on ne sait pas ça, c'est qu'on est stupide. Malgré nos milliards, malgré nos inventions, c'est qu'on est stupide. Et nos diplômes, parce que bon, les gens peuvent être très diplômés et pas. Si tu veux, c'est comme construire une cathédrale avec des fondations qui s'effritent en fait. Oui. Tu construis la plus belle cathédrale du monde. Alors c'est très beau, c'est très ambitieux, mais de l'autre côté, tes fondations sont tellement pourries que ta cathédrale va s'effondrer. Donc t'as beau être le plus riche du monde, envoyer des fusées révolutionnaires, technologiquement exceptionnelles, de l'autre côté, tu vas mourir comme un con parce que tu ne sais pas bouffer. Tout à fait. C'est stupide. C'est stupide et c'est si simple. C'est ça que je dis. C'est si simple de bien manger. Et en méditation, parce que moi, je pratique beaucoup la méditation, on dit, voilà, il faut prendre soin de son corps. C'est notre machine qui nous aide à nous lever le matin, à marcher, à penser. Mais j'ai envie de dire, ces corps-là, il faut en prendre soin. On en a qu'un, je veux dire, on a une enveloppe qui est là et on ne se rend pas compte de l'importance, sauf quand on est malade. Oui. Que là, on se dit, ah bah tiens, voilà, moi, il m'a fallu tout ça pour me rendre compte que mon corps, bah oui, je devais en prendre soin, autant de ma tête que du physique. Mais vraiment, ça vaut la peine parce que c'est comme ça qu'on va mieux vivre avec soi, on va mieux vieillir. Et à la limite, maintenant, ça paraît bête, hein, ce que je vais dire. Mais je pourrais avoir n'importe quelle maladie que j'ai pas peur parce que je me dis, ben voilà, si un jour j'arrive, je sais pas, si j'aurai quelque chose, pour le moment, comme tu as dit aussi, ça aussi je voudrais le dire, depuis 1 an, je n'ai plus un rhume, ni une grippe. Alors que chaque année, j'en avais une, mais une carabinée. Donc, j'ai plus moi, mon médecin, à part pour faire une prise de sang, voilà, parce qu'elle veut me voir annuellement pour voir un peu si tout va bien, ou tous les 6 mois, maintenant, ça va. Elle a dit, maintenant, on va un petit peu écarter nos visites. Mais je tiens à le dire, j'ai plus eu des rhumes, j'ai plus eu de grippe. Enfin, je vais dire, je ne vois pas mon médecin. Voilà. T'imagines quand même,
Ça, c'est le business de base du médecin généraliste. Tous les hivers, pendant 5-6 mois, il y a des gens qui ont le nez qui coule, qui toussent, qui sont fatigués, courbaturés. Alors, on peut mettre ça dans le syndrome grippal, une angine, enfin tout ce qu'on veut. Mais globalement, c'est juste un système immunitaire affaibli à cause des glucides qui envoie des millions de personnes chez des médecins pour rien. Voilà, juste parce qu'ils ne savent pas manger. On leur a pas expliqué. C'est un scandale aussi, ça. Mais non, ça fait le business du paracétamol, des petits médicaments qui servent à rien parce qu'ils soignent rien à part les symptômes. Et puis le médecin généraliste qui se retrouve à avoir les conduits nasaux avec ces gouttes irritantes. Moi, franchement, voilà, j'ai trouvé une liberté et j'ai pas peur. Voilà, je me suis dit, si un jour je dois avoir quelque chose, j'ai foi dans l'alimentation. Et honnêtement, si je devais avoir un cancer, je pense que là, je suivrai encore plus strictement mon alimentation cétogène. Et alors là, je vous donne mes 2 mains coupées. Voilà, j'ai vraiment foi en ça. Voilà, c'est pas que. Parce que parfois, on nous dit, on dirait une sorte de gourou. Et non, pas du tout. C'est que on l'a testé. Je veux dire, tous les témoignages que tu as faits, tous les gens qui sont passés par toi, on ne se connaît pas. Et c'est bizarre, hein, on parle tous de la même chose. En général, mais moi, ce qui m'énerve et ce qui est scandaleux, c'est que moi, je suis personne. Il ne faut pas m'écouter. Je suis personne, moi. Moi, je suis juste une sorte de porte-voix sur la science qui a été publiée et que personne ne va lire. C'est tout l'ensemble de mon travail, il se résume à ça. J'ai rien inventé, moi. La littérature sur le cancer, on prend l'effet Warburg, l'alimentation de la cellule cancéreuse par le sucre en particulier, tout ça, c'est documenté depuis 80 ans. J'ai rien fait. Tu prends des gens comme Thomas Seyfried, etc., qui produisent de la littérature beaucoup plus récente. Ils disent tout le temps la même chose. Le problème, c'est que ça ne se sait pas. Mais c'est là. Le lien entre les glucides et la nourriture pour le cancer, puisque la cellule cancéreuse étant inefficace énergétiquement, c'est un véritable aspirateur à sucre. Forcément, quand on amène des tombereaux de sucre, ça prolifère. C'est logique, c'est évident. Ouais. C'est là, c'est sur PubMed, personne ne va lire. C'est un scandale. Mais moi, j'ai rien fait de particulier. Il n'y a pas de gourou à suivre, il faut suivre personne. On n'est pas dans une dérive sectaire. On suit la science. La science, elle est publiée, il suffit de la lire. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup d'énergie pour vous encourager à ne pas la lire. Voilà. C'est ça le problème. On ne nous la montre pas. Voilà. Et les quelques scientifiques, quelques médecins qui vont dans cette voie, j'ai un respect immense pour le docteur Jikusi en France, cancérologue, qu'on a pris, mais vraiment, faut voir, c'est souvent qu'on discute par téléphone. Elle est vraiment courageuse, cette femme. Hein. Elle a une abnégation énorme, vraiment orientée pour les patients. Elle en a pris des coups. Personne pour la soutenir, toute seule dans l'ombre, hein, depuis qu'elle était avec les docteurs Delpine, quand ils ont fermé la clinique, etc., tout son parcours, etc., elle en a pris. Et elle a continué. Voilà. C'est des gens comme ça qu'il faut encourager, parce que ces gens sont à notre service, sont là pour nous aider vraiment, pas au service de l'industrie pharmaceutique. Mais ils sont rares. C'est les gens qui ont pris le chemin de l'honnêteté, qui est un parcours difficile. Il faut être courageux. Oui, tout à fait. Alors, dans toute cette histoire, ce qui m'intéresserait de voir, c'est quand même, tu as vu beaucoup de gens, tu as parlé du régime cétogène à beaucoup de gens, que ce soit des proches, des gens que tu as croisés avec tes ateliers cuisine. Est-ce qu'il y a une personne qui a saisi ce que tu as pu lui dire et que tu as pu aider? Alors, j'ai quand même 2-3, on va dire, dans mon coaching de nutrition pour une société que je ne citerai pas, mais bon, c'est vrai que je suis toujours dans les conseils de diminuer les glucides. Donc, je suis toujours en mode essayez de diminuer les glucides et vous augmentez un petit peu les protéines et les lipides et vous voyez ce qui se passe. Et donc, j'ai quand même 2-3 personnes qui se sont quand même interrogées. Ils m'ont dit, mais Manuela, mais tu sais que là, j'ai perdu, je comprends pas, pourtant, Et donc, voilà. Et donc, j'arrive quand même petit à petit, mais je peux pas aller de front. D'accord. Dire, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je dois aller toujours par la tangente en expliquant bien l'impact que ça a les glucides dans l'alimentation, qu'est-ce que ça provoque, aussi l'importance du cortisol, l'importance du bien dormir, l'importance de tout ça, de la vitamine D, du soleil, de bouger. Donc, moi, honnêtement, j'ai mis plein de choses en place parce que, effectivement, comme j'adore lire, j'ai mes lunettes rouges pour le soir. Je fais vraiment la marche le matin, donc à pieds nus pour tout ce qui est ouais. Voilà. Et donc tout ça fait parce qu'il n'y a pas qu'un élément. Je pense que plus on avance,
plus on s'élargit, plus on lit, on trouve voilà, les kombucha, ben oui, c'est la microbiote qui est hyper importante aussi. Donc aussi, ça va booster mon système immunitaire en plus. Donc, je pense que tout ça fait que, mais moi, si j'arrive d'emblée et je dis, voilà, changer d'alimentation, j'aimerais faire ça. D'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, bah, je ferais peut-être des études de nutritionniste, pourquoi pas, à l'âge que j'ai, moi, je n'ai pas peur. Hein. Mais je me dis, mais pourquoi faire? Parce que finalement, c'est pas ça, c'est pas dans les études de nutrition que je vais avoir un brevet pour prôner l'alimentation cétogène. Tu sais, j'ai eu quantité de personnes qui m'ont écrit depuis des années en me disant, voilà, j'ai repris mes études, je passe le diplôme de diététicien, le BTS, pour pouvoir m'installer et proposer le régime cétogène. Alors déjà, premièrement, dans tout votre parcours de formation, vous n'allez rien apprendre sur le régime cétogène. Éventuellement, on va vous dire, c'est un régime prescrit contre l'épilepsie, mais on va vous dire immédiatement aussi que c'est pas durable et que c'est pas équilibré. C'est pas tenable. Terminé, fin de l'histoire. Bon, premier point. Donc, vous avez un diplôme qui vous a rien appris sur ce que vous voulez enseigner. Premier point. Deuxième point, si vous vous auto-formez, c'est-à-dire vous allez faire un apprentissage dans votre coin avec des livres, des études scientifiques, etc., pour aider les gens au régime cétogène, vous allez voir que vous n'aurez pas de clients. Pourquoi? Parce que les diététiciens, en fait, on leur envoie des patients par rapport à des médecins généralistes, des cardiologues, tout un tas de pathologies, où on envoie vers un diététicien pour formuler un régime alimentaire. Mais si vous prescrivez un régime cétogène à ces gens, les médecins qui vous envoient des patients vont arrêter de vous les envoyer. Oui, oui. Donc, au final, vous êtes coincé. Vous êtes coincé. Mais oui, c'est ça. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je dois… Mon grand rêve, ce serait, parce que bon, moi ici, maintenant, je suis occupée à faire des travaux, justement, qui vont démarrer au mois de janvier pour se terminer, j'espère, au mois d'avril, pour vraiment accueillir 6 à 8 personnes maintenant en atelier. Et vraiment, je suis occupée à créer un site, donc une page web pour les ateliers, mais que cétogène. Donc vraiment, là, je l'ai appelé, voilà, Académie Keto culinaire ou un truc comme ça. Et vraiment, ça sera cuisiner pour apprendre aux gens à cuisiner autrement. Parce que souvent, l'appréhension qu'ils ont au départ, oui, mais ça a l'air compliqué, comment faire ci, sans farine, sans blé. Donc vraiment leur montrer que c'est accessible à tout le monde, que c'est pas compliqué. Qu'évidemment, il y a certaines choses, voilà, on prône la farine d'amande, c'est vrai que ça a un coût, mais on en met moins, et puis c'est pas seulement, voilà, on peut utiliser d'autres techniques. Je veux dire que ici, dernièrement, je connaissais pas le souchet, S-O-U-C-E-C-H-E-T, et en fait, je me suis rendu compte que c'est avec ça qu'on fait la horchata. Donc, c'est un lait en Espagne qu'on buvait. Et en fait, c'est ça, le souchet. C'est cette graine-là qui est toute dure. Et en fait, ça, c'est les compatibles en alimentation cétogène. Moi, je la trouve un peu élevée en glucides. Trop élevée en glucides. Par contre, les Français, ils connaissent bien parce que c'est ce qu'ils donnent en appât pour la pêche. Ah, voilà. Pour broyer, ils font des boulettes et ils envoient ça avec du matériel pour appâter les poissons. Ah, et donc ça, j'ai mélangé un petit peu parce que c'est un goût un peu, un peu amande, un peu sucré. Donc, pour certaines préparations, un tout petit peu, je mets, par exemple, 30 grammes, je ne mets pas non plus. Mais c'est vrai que ça a un impact quand même. Oui, mais il y a plein de choses à faire. Mais le maître mot de ce que tu es en train de dire, c'est, et ce que je suis en train de dire aussi depuis toujours, d'un côté, vous pouvez faire du régime cétogène très simple. Vous cuisez les aliments, vous les juxtaposez et vous cuisinez pas en fait. Vous allez réchauffer des haricots verts, vous allez cuire un morceau de viande, des œufs. Voilà, vous n'avez pas cuisiné, vous avez cuit des choses. Et de l'autre côté, à l'opposé, les gens qui sont passionnés par la cuisine, qui aiment cuisiner, et vont pouvoir se réapproprier tout leur capital de recettes traditionnelles, familiales, etc., pour les passer en keto. Et tout est transformable, on peut tout adapter. Et là, c'est un terrain de jeu immense pour les gens qui aiment inventer. Ah oui, non, vraiment. Moi, j'adore. Je t'ai dit, j'ai fait des cannelés et c'était quand même un peu un challenge parce que bon, il faut avoir ce côté spongieux, pas trop pas trop farine d'amande non plus parce que bon, c'est sec. Et franchement, c'était une réussite. Et puis bon, voilà, moi, le petit déjeuner, c'est des pancakes cétogènes. Donc, c'est tout simple. Hein, c'est un œuf qu'on mélange avec 3 cuillères à soupe de farine d'amande. Je rajoute un petit peu de lait d'amande,
un petit peu de levure chimique sans gluten. Moi, j'utilise la levure chimique sans gluten. Et puis, une cuillère à soupe de psyllium, qui est excellent aussi. Et donc, je mélange tout ça. J'ai des pancakes comme ça, comme si c'était les pancakes, parce que souvent, les crêpes cétogènes, c'est vrai que c'est un peu goût de l'œuf. Les crêpes, c'est les crêpes, le pancake, c'est les pancakes. Ouais. Voilà. Et là, c'est vraiment les pancakes. Et alors, je mets mon petit yaourt à la noix de coco sans sucre ajouté, avec une cuillère de beurre de cacahuète. Alors là, c'est ça, c'est mon péché mignon. Je sais que je dois faire attention parce que même en régime cétogène, voilà, il faut faire attention avec les cacahuètes. Mais vraiment. Il y a du beurre d'amande qui est déjà meilleur. Et alors, la Rolls-Royce, pour moi, quand on est en Europe, tu as Damiano, je rappelle que j'ai pas d'action chez eux, qui te font un beurre de noisettes torréfiées qui est une tuerie. Oh là 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 là. Ici, il y a vraiment des marques bio. Je montrerai s'il faut, je mettrai des photos. Mais des trucs, mais des pralinés, mais à base d'amandes, de noix de macadamia, etc. Mais c'est une tuerie, hein, moi, franchement. Et donc, quand je mange, à la limite, je mange mieux maintenant qu'avant. Moi qui suis gourmande et qui adore la cuisine et tout, j'ai l'impression que je mange beaucoup plus gourmand maintenant qu'avant. Oui. Avant, j'étais toujours, je profitais pas. En plus, c'était pas aussi gourmand. Ouais. Non, il y a plein de choses. Nelly, elle a ouvert une école de cuisine ici l'année dernière. On a appelé Bonjour Keto d'ailleurs, à Boulder. Et c'est la même chose. Elle a développé des recettes pour les Américains. L'idée, c'est vraiment de leur montrer qu'on peut aller très loin dans l'élaboration de repas cétogènes, de recettes cétogènes, mais de façon relativement simple. Tu es formé en 1 ou 2 heures. Bien sûr, il faut s'approprier de nouveaux ingrédients parce qu'il y en a qui sortent. Tous les Américains, ils ont des façons de faire un peu particulières. Les Américains, par exemple, le premier frein, si tu veux, ils pèsent pas. Ils n'utilisent pas la balance de cuisine. Ouais. Ils pèsent, ils mesurent des volumes. Ils ont des cups. Les cups voilà. Et du coup, comme les textures changent, il faut repasser sur la balance. Donc, voilà, il y a des choses qui sont adaptées, c'est rigolo, mais ils sont très, très curieux contrairement aux Européens, ils sont très curieux des nouvelles choses et des nouvelles façons de faire. Il n'y a pas cette résistance qu'il y a en Europe. Et c'est utile parce que les gens, ils ont besoin de moins avoir quelques bases et de prendre confiance pour voir concrètement que c'est simple et qu'on peut se réapproprier cette cuisine en mode cétogène et qu'on peut en faire un mode de vie sans frustration, sans voilà. Oui, voilà. Et donc moi, je me suis dit, je vais aller plutôt là-dedans. Donc je vais peut-être ouvrir, comme tu dis, une sorte des ateliers, en tout cas, enfin, tu dis académie, moi c'est des ateliers, pour apprendre aux gens à cuisiner autrement et en cuisinant autrement, sainement, avec du goût, de la gourmandise, mais sans glucides. Et donc, pas leur parler directement de cétogène, mais leur dire, voilà, ça existe, c'est ça, et c'est gourmand, et vous allez apprendre à cuisiner autrement. Ou les gens qui ont déjà cette envie de se lancer dans le monde cétogène, mais qu'ils ont peur de toujours tomber sur les mêmes préparations et qu'ils ont envie un petit peu d'élargir leurs connaissances, voilà. Et faudra que tu nous invites pour faire un atelier spécial. J'ai développé avec Nelly deux recettes de gaufres. On a fait une gaufre de Bruxelles et une gaufre de. J'ai vu avec la ricotta, elle est pas mal. Hein. Mais celle-là, tu peux pas parce que les ingrédients, tu les as pas en Europe. Donc. D'accord. On l'a déjà fait. On voyage des fois dans les valises. Généralement, on emmène 3 valises quand on part en avion et dans une valise de 20 kilos, il y a tous les ingrédients, il y a même les ustensiles. Comme ça, on est tranquille. Et normalement, on n'a pas de problème de douane ou de quoi que ce soit, ça passe toujours. Mais les ingrédients, ils sont pas disponibles en Europe. Ah, d'accord. C'est ça qui est frustrant. Parce qu'ici, ça fait 4 ans qu'on y habite. Il y a énormément de choses qu'on a changées, énormément d'ingrédients nouveaux qu'on a utilisés et domptés, qu'on utilise dans notre école de cuisine ici à Boulder, mais qu'en Europe sont carrément indisponibles. Hein. Je vais donner juste un exemple. La lulose, qui était vraiment exceptionnelle. Pour rappel, la lulose, c'est un sucre qui est fabriqué à partir du sucre blanc, du sucre de betterave à sucre. Il y avait une unité de production qui était prévue en Belgique qui devait sortir de terre en 2024. Le projet a été commencé en 2018 et en 2024, ils ont juste déposé le bilan. L'unité de production, on verra pas le jour. Et les dossiers d'homologation de la lulose en Europe sont toujours sur le bureau à Bruxelles pour une autorisation européenne depuis 2018 et depuis en 2025, donc c'est toujours pas autorisé. Oui, parce qu'ici, les champs de betterave, c'est pas ce qui manque. Mais en plus, tous les sucriers, je pense au groupe Tereos, Tatanline, etc., sont très intéressés de produire de la lulose en Europe. C'est juste une formalité administrative qui n'est pas faite.
C'est tout. Ils ont déposé les dossiers. 6 ans après, c'est toujours pas accepté. La lenteur administrative européenne habituelle font que nous, on a un produit qui s'appelle l'allulose. Il est autorisé aux États-Unis depuis 2013 et on l'utilise dans toutes nos recettes ici aux États-Unis. Et il donne un résultat exceptionnel, il caramélise, etc. Ce que va pas faire l'érythritol. C'est dommage, en fait, que juste une petite formalité administrative, une lenteur administrative européenne empêche les gens d'avoir accès à ça. Ouais, c'est dommage. Et il y en a d'autres, hein. Il y a plein d'autres ingrédients qu'on utilise ici qu'on ne peut pas utiliser en Europe. Il faudrait que tu me le dises. Hein. Donc il faut m'inviter à Bruxelles avec Nelly. Mais si oui, tu veux, je t'inviterai, écoute, avec plaisir. Tu mettras ta boule de glace. Tu mettras ta boule de glace sur les gaufres. Je mettrai ta boule de glace, oui. Un peu de chocolat et hop, ça fera l'affaire. Mais vraiment, hein, les gens me connaissent. En tout cas, des gens qui me connaissent, qui savent comme je cuisine. J'ai aussi une page Facebook, La Cuisine de Manon. Donc là, je cuisine de tout. Mais ils savent que je suis hyper gourmande. Et quand je leur dis, je reste dans cétogène et je reste gourmande, ils me disent, t'es sûre, même dans les trucs pâtisserie? Mais oui, évidemment. Évidemment. Après, voilà, on n'a plus non plus cette envie de sucrer tout le temps. Moi, je veux dire, ça reste quand même chez moi, voilà, un petit plaisir du dimanche. Aussi, j'ai des amis qui viennent. Alors qu'avant, voilà, je faisais des pâtisseries et des trucs régulièrement. Là, maintenant, voilà. Par contre, le chocolat, ça, c'est mon truc aussi. On est dans le pays du chocolat. Donc là, j'ai de la chance d'avoir du bon chocolat à 90, 100%. Voilà, il faut vraiment un bon chocolatier. Sinon, ici, il est très amer. Tu as du mauvais, tu as des choses. Je donne souvent l'exemple du Lindt 99, qui est pour moi le pire en termes d'amertume et de médiocrité. Ah, oui. Et à l'opposé, tu as de très bons chocolatiers belges, on est allé en Belgique les voir, qui font du 100%, qui est excellent. Qui est excellent. Maintenant, ça existe. On s'est dit même, c'est 100% ça. Ouais. Bon, moi, j'ai déjà eu la blague, je dis c'est 100%. Il me dit oui, je dis allez, c'est bizarre, c'est voilà. Non, ouais, vraiment, vraiment. Et j'espère que tu vas ouvrir plein d'écoles cétogènes dans toute Europe, tiens. Ça, j'y crois pas trop. Hein. Je crois que le régime cétogène. Tu me l'avais dit dans un des mails, je t'avais écrit, je pense, en disant ah tiens, j'aimerais bien faire ça. Il y a même des gens qui nous ont écrit pour les aider, si tu veux. Ils veulent s'installer dans différents pays, tout ça. Ils voulaient l'idée qu'on fasse une franchise, c'est-à-dire qu'on les forme à la cuisine cétogène et que même développent une école de cuisine dans leur pays, même aux États-Unis. Je connais quelqu'un qui m'avait écrit qui était de Guadeloupe de mémoire et qui voulait s'installer en Floride. Et je lui avais dit, on va analyser un petit peu la situation du régime cétogène aux États-Unis. On va vous calmer un peu parce que en dehors de villes un peu exceptionnelles comme Boulder où on habite, le reste c'est plutôt clairement en déclin. Si tu veux, faut être clair. Hein. Le régime cétogène a vécu ses belles années jusqu'en 2020. Là, on est dans un vrai déclin. On a une vraie désinformation, un contrôle des médias, tout un tas d'articles de presse qui disent que du mal du régime cétogène. Et en plus, maintenant, on a les GLP-1 agonistes. C'est juste un raz-de-marée. Hein. Je crois qu'ils ont capté quelque chose comme 35 millions de nouveaux clients en 2024. Hein. C'est juste pour donner une idée. Le régime cétogène, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça? Mais moi, j'ai de la foi. Moi, j'ai de la foi. J'ai très optimiste. J'ai vu de mes yeux. Je suis allé dans une petite association pas loin de chez moi qui s'occupe du diabétique de type 2 en régime cétogène. Ils sont là depuis longtemps. L'association, elle a au moins 15 ans. J'ai vu une personne de mes yeux qui était une habituée. C'était la deuxième fois qu'on y allait. C'était une habituée de l'association. Et elle dit, bon, alors, je suis désolé, mais c'est la dernière fois que vous me voyez. Ça faisait des années qu'elle venait. Et elle dit, c'est la dernière fois que vous me voyez parce que j'ai décidé de prendre du Wegovy, donc un GLP-1 agoniste. Donc maintenant, j'ai repris mon alimentation d'avant et tout va bien, donc on ne se verra plus. Non, c'est la réalité, ça. Donc quelqu'un qui est parfaitement au courant du régime cétogène, qui faisait du régime cétogène contre son diabète de type 2, qui décide volontairement de retourner vers une alimentation littéralement de merde, fast-food, etc. Alors qu'elle était sortie de ce diabète. Ah oui, elle avait perdu 40 kilos et elle avait inversé son diabète de type 2. Elle se piquait plus à l'insuline. C'est ça la réalité. Moi, je le vois. C'est pour ça que je suis pas très optimiste. Hein. Mais moi, je le suis. Allez, j'espère que je vais. En tout cas, je me dis si je peux déjà ouvrir ces ateliers au mois d'avril comme prévu. Qu'à la limite, voilà, je fais des ateliers et que je change un tout petit peu la manière de penser des gens. Voilà. C'est très bien. Et si tu arrives d'une manière détournée, c'est-à-dire en n'affichant pas le mot cétogène qui peut refroidir, ben, le résultat est le même. Tu as réussi. Voilà, c'est ça. C'est juste leur dire les glucides ont un impact. Peut-être pas dire cétogène, mais dire
les glucides ont un impact dans votre santé. Voilà ce qui se passe quand on fonctionne avec des glucides. Et voilà ce qui se passe quand on ne fonctionne plus. Et la preuve, elle est là. Et je peux en parler puisque, voilà, moi, je suis dedans. Donc, je dis, et je veux dire, voilà, je peux leur dire, voilà, moi, comment j'étais avant. J'ai des photos que je suis méconnaissable. Et voilà comme je suis maintenant. Et tous les bienfaits, voilà, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas photo, c'est pas… Voilà, et les gens qui vont écouter, en tout cas voir ces vidéos, ces témoignages, ce n'est pas un, c'est combien 120 et quelques maintenant. Donc, c'est 120. Ton portrait keto est le numéro 139. Ouais, voilà. Et là, je suis en train d'organiser l'enregistrement jusqu'à 160. 160 sera le 21 juillet 2025 et ça sera aussi les 10 ans d'Eat Fat to Be Fit. Ah, ben voilà. Après, je ne sais pas, mais au moins, on va faire jusqu'à 160. Et j'essaye d'avoir le plus de diversité possible. Comme ça, chacun peut s'y retrouver. Cancer, perte de poids, diabète de type 1, de type 2, pathologie auto-immune. Des médecins aussi. Les médecins sont très importants à faire parler. Voilà, il y a un maximum de diversité. Maintenant, je ne sais pas si on continuera après les 160, mais au moins 160 jusqu'au 21 juillet 2025. Mais ça, c'est vraiment primordial. En tout cas, moi, ça m'a boosté et ça m'a aidé. Je m'endors en écoutant des témoignages. Et voilà, c'est pour ça que je riais au début en disant, voilà, c'est vrai que ça fait 15 ans. Mais franchement, merci. Merci en tout cas de tout le travail que tu fais. Même si toi, tu dis que tu es pour rien, moi, je pense que oui. Tu es pour quelque chose. Et pour tout ce que tu nous as transmis dans le livre, dans l'académie, avec Nelly. Et moi, en tout cas, ça a changé ma vie. Donc, rien que pour ça, je voulais te dire merci. Donc, ça a un impact, Ulrich, que tu veuilles ou pas. Ça a un impact sur les gens. Voilà. Je te remercie pour ta confiance et je suis très heureux si ça a pu t'aider à retrouver une bonne santé, te donner un nouveau cap dans ta vie professionnelle, vraiment un vrai changement de vie. Bravo. C'est vraiment tout ce qu'on cherche. Retrouver des gens heureux et en pleine santé. Voilà. Parce que la maladie, je ne pense pas que ce soit nécessaire de vraiment l'expérimenter pour comprendre de nouveau que la valeur de la santé. En fait, aujourd'hui, malheureusement, les gens prennent conscience de la valeur de la santé quand ils la perdent. Toi. Comme tu as eu des problèmes d'oreille interne, les gens, le matin, quand ils se lèvent, ils ne se disent pas « je suis super heureux, j'ai une oreille interne fonctionnelle ». Personne ne se le dit, ça. Ou mes deux pieds, ils fonctionnent. Ou personne ne se le dit. Et alors, moi, le truc qui me tue, c'est les gens qui disent « Oh, on doit mourir de quelque chose. » Oui, là, quoi. Il y en a ça, c'est parce que c'est des gens qui s'imaginent une mort rapide et sans douleur. Oui, c'est ça. Mais elle est rare, celle-là. Dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, c'est fini. C'est une lente agonie qui peut prendre des années avec des traitements invalidants avant de mourir. Et en plus, avec tous les proches qui en souffrent aussi, parce qu'il n'y a plus que nous. C'est tout son entourage. Et moi, ça, voilà. Moi, c'est con, hein, mais moi, j'ai accompagné ma mère jusqu'à la fin de sa vie avec un glioblastome. À la fin, c'était une hémiplégie, un coma à la maison, tout ça, je connais. Tu sais, c'est bête, mais ne serait-ce que je m'adresse aux hommes qui nous écoutent. Si vous faites un AVC et que vous êtes invalide et que vous faites 90 kilos, vous croyez que votre femme qui est devant vous, qui fait 60 kilos, elle va vous porter pour aller dans votre lit? Franchement. Est-ce que vous ne devriez pas déjà penser aux proches qui sont autour de vous en disant « je ne veux pas être une charge pour eux plus tard ». Et ça, les gens, ils n'y pensent pas. Toi. On fantasme la mort rapide dans son lit, une crise cardiaque, on n'en parle plus. Mais ça, c'est fini. 80, je ne sais plus, je crois que c'est 98% des décès se font à l'hôpital maintenant. Donc déjà, on va vous réanimer. Vous allez être à moitié vivant ou à moitié mort, c'est comme vous voulez. Et on va vous faire durer. Et ça, c'est de l'assistanat à vie, c'est des médicaments, c'est de la douleur, c'est tout ça. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, non, tout à fait. Non, voilà. Moi, j'encourage tout le monde, en tout cas, à t'écouter, à s'inscrire à cette académie. Et à venir, on fera un atelier spécial gaufre en Belgique, gaufre cétogène. En tout cas, si tu veux, je t'enverrai une invitation quand ma cuisine sera terminée, mon atelier sera terminé. Eh ben, écoute, si on passe par la Belgique, ça sera avec plaisir qu'on passera te voir. Et on fera un atelier cuisine ensemble. Ça sera très bonne idée. Ouais. Super. Je te laisse le mot de la fin. Je suis persuadé que je sais ce que tu vas nous dire, mais dis-le toi-même. Je te laisse le mot de la fin de ton interview. Quoi vous dire? Ben, allez-y, franchissez les pas. C'est tout. Il faut y aller. On dit souvent qu'on a peur de ce qu'on ignore, mais pas le faire, on le regrette toute sa vie. Donc, allez-y. Voilà.
Bravo. C'est un très beau mot de la fin et je t'en remercie encore une fois pour ton temps, Merci à ton toi, Idriss. témoignage, ta confiance, ton résultat et ton enthousiasme à aider toi-même les gens à retrouver une bonne santé grâce au régime cétogène. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.